Bon, je commence d'abord pour vous remercier d'avoir réussi ce parcours. Le changement de lieu et numéro de rue approuvé, et c'est heureux. La 30e conférence annuelle du SILB, mais la première dans ce genre. Première conférence également parce que c'est la première conférence à une autre compagnie de Luc Ponton. Enfin. Non, on n'a pas les animaux de compagnie, mais entre autres, alors que là, c'est totalement dédié aux animaux de compagnie. Et cette année aussi, première, parce que nous avons choisi de se mettre en partenariat avec la VAC pour organiser cette conférence. Et je vais essayer de vous en dire plus sur les relations qui nous unissent depuis très longtemps avec la VAC. Oui, les relations avec le SIMV, elles ont toujours été très bonnes. Je pense, en tout cas depuis que je suis aux affaires de la VAC, je pense qu'elles ont toujours été très très bonnes. Je pense quand même que ce qui a encore accentué les bonnes relations avec la VAC, c'est la création des prix d'innovation. Donc ces prix d'innovation qui ont pris une amplitude assez importante, qu'on n'avait pas imaginé d'ailleurs. À l'origine, on cherchait une dynamique à notre congrès, avec quelque chose qui apporte une nouveauté, un petit peu de boost dans l'exposition commerciale, et en impliquant aussi bien les congressistes que les équipes des stands, bien sûr. Alors, on ne savait pas trop comment avancer là-dessus. Très très vite, on s'est dit finalement, l'idée d'un concours d'innovation dans les équipes de stands, ça peut être intéressant. Ça nous a on a travaillé sur cette question-là. Notre président de l'époque, Éric Gaguerre, a été enthousiaste par cette idée et l'a soutenue. Mais après, on s'est dit, est-ce que nos partenaires vont adhérer à cela? Est-ce que ça va pas les embêter? Est-ce qu'ils vont suivre dans un projet comme celui-ci? Alors, on a contacté le SIMV et on a rencontré Jean-Louis, Hugo et Marianne, et on leur a exposé le projet. Bon, ça n'a pas été long, ils étaient enthousiastes quasiment immédiatement. Et puis, on s'est dit, on va faire la même chose avec la FACO. Et on a rencontré Aurélie Lubinas, je ne sais pas si elle est dans la salle, et qui a aussi d'emblée été assez enthousiaste sur le projet. Du coup, c'est avec eux qu'on a finalisé, peaufiné le concept, et de façon à ce qu'il vraiment toutes les arcades, les petits sujets, tous les problèmes que ça pouvait soulever, qu'il fallait trancher. Et la première édition de ces prix d'innovation ont eu lieu en 2018 au Congrès de Marseille. Et alors à l'époque, les votes, ils se faisaient dans des urnes au sein du Congrès, c'était pas simple. Donc je me souviens très bien, les équipes, il y a eu comment dirais-je, un engouement dans les équipes des stands, des labos et de toutes les sociétés, extrêmement important. Ils prenaient les vétos par la main, ils les emmenaient voter, enfin c'était très rigolo. Et ça a été un bon succès, ça a bien fonctionné d'emblée, surtout une émulation extraordinaire. Quand on est à la remise des prix, on en est maintenant, on va vivre, j'espère qu'on la vivra d'ailleurs, la 9e édition dans quelques mois. C'est toujours au moment de la remise des prix, on a toutes les équipes qui sont là, j'en vois devant moi là, qui vont participer largement. Et c'est des hurrahs et hurrahs, ils sont entre eux, etc. On sent qu'il y a eu derrière ça un vrai travail d'une équipe qui s'est mobilisée, en plus du boulot qu'elle avait à faire pour faire son dossier d'AMM et compagnie, s'agissant de médicaments, aux aliments, il n'y a pas d'AMM, mais c'est vraiment très très fort, et un hurrah c'est vraiment chaud au cœur, c'est des plaisirs. Donc voilà, c'est ces prix d'innovation qui nous ont effectivement resserré le lien qu'on a avec le SCMP, et je les remercie beaucoup de nous avoir poussé, mais un peu parfois encouragé et aidé au départ à mettre en place ces prix d'innovation. Merci beaucoup à vous deux et à toute l'équipe du SILB. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vanessa Dablin, je travaille chez Zoetis et je suis membre du groupe communication au SILB. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir d'animer cette conférence.
Donc la médicalisation de l'animaux de compagnie, enjeux, perspectives, innovation. Nous avons la chance d'avoir 5 intervenants de premier plan et qui sont au premier rang, qui pendant un peu plus d'une heure vont nous dresser un panorama complet du sujet, qui partira à la fois du lien entre nous et nos animaux de compagnie, jusqu'aux perspectives, aux innovations pour mieux les soigner dans le futur. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet par le fondement de tout ça, le lien que nous avons avec nos animaux de compagnie. Vous savez que c'est un lien qui a pas mal évolué ces derniers temps. La place des chats et des chiens dans nos familles a pris une place beaucoup plus importante, parfois même complètement centrale dans les familles. Est-ce une mode? Est-ce un phénomène de société plus profond? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille Hélène Gâteau, qui est vétérinaire, autrice d'un nouvel, de Colonel. Hélène a un regard unique sur ce sujet-là, à la fois scientifique et sociétal, et elle va nous éclairer sur ce lien particulier entre les hommes et les animaux. Merci Vanessa. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Très heureuse aussi d'être avec Colonel, qui a dû braver le fait que c'était pas un lieu dog-friendly ici, mais on l'a accepté quand même parce que c'est Colonel. Je vais me permettre juste de faire un petit pas de côté avant de rentrer dans le vif du sujet. Je voulais vous parler un peu food ce soir pour changer un petit peu. Moi, je suis une véritable foodista et je sais pas ce que va nous réserver le traiteur juste après, mais moi, je voulais vous parler d'une crème fouettée. D'une crème fouettée, alors je pourrais dire à base de lait de vache, ça permet de faire le lien avec les animaux de rente, dont on ne va pas parler ce soir, on va parler essentiellement d'animaux de compagnie, mais plutôt une crème fouettée à base de lait de coco, qu'on va servir dans des petits cups de la taille d'un café expresso, d'un cappuccino, qu'on agrémente de quelques myrtilles, d'un peu de cannelle, et puis éventuellement de beurre de cacahuète. Prix moyen, 4 €, 1 € de plus par toppings. Ça s'appelle un puppuccino. Et ce puppuccino, il ne vous est pas destiné, il est évidemment destiné à nos chiens. Et aujourd'hui, les puppuccinos, on en trouve un peu partout. On en trouve dans des boulangeries pour chiens, on en trouve dans des cafés pour chiens, on en trouve dans des hôtels pour chiens, dans des événements qui sont dédiés aux chiens. Aujourd'hui, les chiens, comme Colonel, ils ont leur propre compte Instagram, ils ont leurs influenceurs, ils ont également leurs photographes, ils ont leur coach, on va parler de coach maintenant, même plus forcément d'éducateur. Ils ont une alimentation aussi qui est spécifiquement dédicacée pour chaque individu, pour le plus grand plaisir aussi des propriétaires de chiens. Des propriétaires de chiens, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Propriétaire de chiens, on commence à bannir ce mot-là de notre vocabulaire. Le champ lexical change aussi quand on parle des animaux de compagnie. On devient aujourd'hui son humain, son gardien, son pet parent. Moi, je suis la dog mum de Colonel, ou sa maman. On dit maman, papa, et sans honte aucune, et c'est tant mieux. Les chiens, mon chien, Colonel, ne me dites pas que c'est mon animal de compagnie. Colonel, c'est mon animal compagnon, c'est mon animal partenaire, c'est mon alter ego canin. Et c'est une petite star ici, parce que quand je suis dans la rue avec Colonel, je peux vous garantir que pas un jour ne se passe sans qu'on m'arrête en disant « c'est Colonel ». Alors justement, on va parler de star un peu. On va ouvrir les pages des magazines People. Pendant très longtemps, c'était Michel Drucker avec sa chienne d'abord Olga, sa chienne Isia. Il survit à tous ses chiens, Michel. Il ne sait pas c'est quand, mais il est toujours là. Sa chienne Isia, on n'invoque plus trop, je ne sais pas où elle est. Aujourd'hui, dans les pages People, qui voit-on? On va voir Philippe Cavrivière avec Virgile, son berger australien qui l'emmène systématiquement dans les studios de RTL. Là aussi, il a bravé le côté interdit aux chiens. Virgile a sa place maintenant dans les studios de RTL. On peut parler de Julien Courbet aussi, de sa chienne Simone et son compte Instagram. C'est une véritable déclaration d'amour à sa chienne. Je l'ai d'ailleurs reçu dans un format digital que j'anime qui s'appelle l'interview Classe du chien sur le média Noé, un média animalier, auquel vous pouvez vous abonner. Plein de contenus top et je reçois pas mal de célébrités qui me parlent de leur lien avec leur animal. On se confie aujourd'hui sur son animal. Alors on pourrait parler aussi d'Iris Mittener et puis d'Antoine Dupont. Ça c'est un petit clin d'œil pour toi, Grégory. Fan de rugby, puisqu'ils ne se déplacent jamais maintenant sur leurs 2 teckels. Alors, si on reste dans le domaine du sport, et si on regarde Roland Garros, quelles sont les images qui nous restent cette année de Roland Garros? Eh bien, il y a Mira Andreeva, la gagnante de Roland Garros, ce côté féminin, qui a posé avec son trophée et puis son chien Rassi. Même chez les hommes, on avait Alexander Zverev qui a posé, lui, avec son teckel Mishka. Ils sont partout. Nos chiens sont partout. Alors, on voit les chiens, on voit évidemment moins les chats. D'ailleurs, permettez-moi de m'excuser si je vais parler essentiellement de chiens ce soir.
c'est un petit peu, je suis un peu biaisée avec colonel, mais parfois vous pourrez remplacer chien par chat, comme vous voulez. Faites l'équivalence si vous en avez envie. En tout cas, nos chiens sont partout. Il n'y a pas un jour, pas un œil qui va se poser dans le paysage médiatique, artistique, culturel, sportif, sans qu'on voit justement cette relation à l'animal. C'est assez dingue ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui prend une ampleur vraiment phénoménale. Alors on pourrait en rire, on pourrait se dire, derrière tout ça, c'est quoi? C'est juste une mode, c'est les effets secondaires des réseaux sociaux, inspirés des États-Unis. Aux États-Unis, on va parler, vous savez, des DINQUAD. Les DINQUAD, c'est double income, no kids with a dog. Il y a aussi les SINQUAD maintenant. Single income, no kids with a dog. J'ai appris aujourd'hui un autre mot. On va venir, beaucoup de gens se souviennent, double income, les DILDO. Double income, dildo. Double income, little dog only. Donc voilà, on commence à inventer de nombreuses catégories pour justement parler de ce lien à l'animal. Donc ça devient véritablement profond et on pourrait en sourire, mais moi je pense que derrière ce puppuccino, il y a autre chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas anecdotique l'arrivée du puppuccino dans les boulangeries et dans les garderies pour chiens. Et si aujourd'hui nos chiens occupent une place de plus en plus importante dans nos vies, c'est pas parce qu'on les aime davantage. C'est parce que quelque chose a changé dans notre société, dans notre façon de faire du lien, dans notre façon d'avoir des relations et dans notre façon de faire famille. Et c'est cette transformation que j'ai envie de explorer avec vous aujourd'hui. Avec au départ ma casquette de vétérinaire, j'ai appris à observer et à soigner les animaux. Aujourd'hui, je suis plutôt journaliste et j'apprends et j'essaie de comprendre justement ce lien que l'on peut avoir avec nos animaux. Alors, si on s'intéresse à ce lien, de quelle nature est-il, ce fameux lien que l'on a avec nos animaux? Est-ce qu'on est en train de se voiler la face? J'ai mon chien qui parle de direction le buffet. Colonel, viens par ici. Voilà. Viens ici. Alors, j'essaie de le rattraper quand même, mais bon, il va pas aller très loin. Donc, ce fameux lien qui existe entre nous, est-ce que nous sommes biaisés? Est-ce que c'est une projection de ce qu'on vit dans nos relations humaines sur nos chiens? Donc, j'ai voulu essayer d'explorer ce lien. Je me suis intéressée, par exemple, aux travaux de deux professeurs d'université américaine qui sont spécialistes du développement psychologique, qui s'appellent Jude Cassidy et Philip Shaver, et qui ont identifié 4 critères pour distinguer ce qu'est l'attachement fondamental, un véritable attachement, versus les autres liens affectifs. Ces 4 critères sont quoi? Sont 1, la recherche de proximité envers la figure d'attachement. 2, la détresse quand il y a une séparation qui est subie avec cette figure d'attachement. 3, c'est l'utilisation de la figure d'attachement comme une base sécuritaire pour aller explorer son monde. Et enfin 4, c'est en cas de stress, trouver du réconfort auprès de ces figures d'attachement. Ça, ce sont les 4 critères donc pour, distinguer le lien d'attachement qu'un bébé ou qu'un nouveau-né, un enfant, a avec son parent. Bien, chez les chiens, c'est exactement la même chose. Moi, colonel aussi, il cherche ma présence. Sauf ici, là, c'est plutôt le buffet. Bon. Si jamais je m'en vais, je laisse un petit peu trop longtemps, je peux vous garantir qu'il est malheureux. Il ne fait pas de l'hyperattachement, mais il est malheureux quand même. Il a tendance aussi à explorer en effort, comme ça, mais toujours, il revient vers moi. Puis si ça va, et ça visionne la chambre. Et puis, quand il se fait tancer par d'autres chiens, là aussi, il va chercher du réconfort envers moi. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'assez profond. On n'est pas sur uniquement une relation juste affective, une relation de tendresse, une relation de compagnonnage. On est véritablement sur un lien d'attachement qui ressemble au lien d'attachement qu'on peut avoir, qu'une maman peut avoir avec son enfant. Et puis ensuite, on peut aller un peu plus loin, voir ce qui se passe dans notre corps. Et là, je vais vous parler évidemment de l'ocytocine, qui est la fameuse hormone de l'amour ou l'hormone de l'attachement. L'ocytocine, elle a été étudiée par différentes équipes de chercheurs. Par exemple, en 2008, il y a une équipe de chercheurs japonais qui a montré que quand un humain interagit avec son animal de compagnie, son chien, il y a sa concentration d'ocytocine qui augmente. Inversement, en 2015, une autre équipe de chercheurs a montré que l'inverse était vrai aussi. C'est-à-dire que quand un chien retrouve son propriétaire après un temps de séparation, il a aussi sa concentration en ocytocine qui augmente. Donc là, on voit qu'il se passe aussi quelque chose d'un point de vue biologique, d'un point de vue hormonal. Et c'est plutôt rassurant de voir qu'il y a la réciprocité. Ensuite sont venues les études d'imagerie médicale. Alors, on a fait pas mal de choses en imagerie médicale pour aller voir ce qui se passait au niveau du cerveau. Par exemple, on a montré à des femmes qui étaient ensuite envoyées dans les appareils d'IRM des photos.
des photos de leur enfant, de leur chien, et des photos de chiens ou d'enfants inconnus. Eh bien là, les zones qui s'activaient dans le cerveau quand elles voyaient leur enfant ou leur chien étaient exactement les mêmes. C'est-à-dire les zones de l'attachement, les zones de la récompense, les zones de l'émotion, et puis les zones de l'affiliation sociale. C'était la même chose. En revanche, tout ça n'était pas activé quand il s'agissait de photos de bébés ou de chiens inconnus. Ben là aussi, on a fait l'expérience inverse avec des chiens qu'on a déjà éduqués, dressés pour leur faire passer une IRM. Donc là, déjà, il y a eu un exploit qui était assez impressionnant. Et ce sont les équipes de Gregory Berns, qui est un neuroscientifique américain, qui se sont lancés dans ces études. Et là aussi, eh bien, ils ont montré que quand on faisait passer des IRM à ces chiens, à qui on envoyait des stimuli. Les stimuli, c'était soit des stimuli provenant de leur humain, leur figure de référence, ou bien d'un humain qu'ils connaissaient mais qui n'était pas leur figure d'attachement, versus des stimuli provenant d'autres congénères. Et bien évidemment, c'était quand c'était leur humain qui les stimulait qu'il y avait l'activation des fameuses zones de la récompense, de l'attachement et des zones de l'émotion. Et puis ensuite, on a comparé autre chose. On s'est dit, tiens, quelle est la valeur? Est-ce qu'il y a une valeur différente entre la nourriture et puis les interactions sociales? Eh bien là, c'est assez étonnant aussi. En fait, ce qui a été montré, c'est que les chiens réagissent tout autant, si ce n'est davantage, aux louanges de leur humain plutôt qu'à la récompense alimentaire. Ce qui a amené le fameux Gregory Berns, dont je vous ai parlé juste avant, à conclure, à dire cette phrase, « La majorité des chiens nous aiment au moins autant que la nourriture ». Ce qui est quand même une belle réussite pour nous dire. Donc vous voyez, toutes ces preuves, en fait, elles permettent de dire que aujourd'hui le lien qu'on a avec notre animal, il n'est pas fake, il est vrai. Il se passe quelque chose dans notre corps et qui est très similaire à ce qui peut se passer dans les relations intraspécifiques au sein de l'espèce humaine. Mais on pourrait aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait que ce lien d'attachement existe, on sait aussi que les chiens ne sont pas apparus hier et que la domestication, elle remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. Pourquoi aujourd'hui nos chiens prennent-ils une place, nos chiens ou nos chats, encore une fois, aussi importante dans nos vies? Pourquoi leur rôle est-il devenu aussi central? Est-ce qu'il s'agit d'une déviance de notre société? Est-ce que la place qu'on leur accorde aujourd'hui est en fait une sorte de perte de repère au sein de notre société? Là, je vais vous rassurer. Enfin, ce sont des travaux en anthropologie de l'évolution qui nous permettent de nous rassurer. C'est-à-dire qu'en fait, considérer l'animal de telle sorte, finalement, c'est profondément humain. Je vous explique. Si on fait un saut il y a plusieurs centaines de milliers d'années, en fait, les humains, de tout temps, les parents n'ont jamais été les seuls responsables de l'éducation de leur enfant. En fait, les anthropologues parlent, pour les humains, d'une espèce à élevage coopératif. C'est-à-dire que quand on élève un enfant, bien évidemment, il y a les parents qui sont là, mais il y a les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, etc. Tout le groupe social s'investit auprès des enfants. Notre construction, d'ailleurs, de notre espèce, elle a été façonnée grâce à cela. En fait, chez l'humain, on a une caractéristique fondamentale qui est justement celle-ci, qui est de pouvoir prendre soin d'autrui, même si cet autrui n'est pas forcément notre propre progéniture. On dit que les humains sont des caregivers vraiment par excellence. Pardon pour mon accent anglais qui est toujours aussi catastrophique. Voilà, on parle du caregiving. Et c'est une prédisposition qu'on a très longtemps sous-estimée ou en fait qui montre aujourd'hui dans les interactions qu'on a avec nos animaux à quel point elle est souple, cette tendance au caregiving. Puisque finalement, quand on voit à quel point on est capable d'investir des ressources, du temps, de l'énergie, de l'émotion auprès d'un animal, ben on se dit que finalement, c'est notre cerveau qui est câblé comme ça. On est fait pour ça. Donc c'est absolument naturel et ça fait partie de l'essence même de l'être humain que de s'attacher tout autant à nos animaux de compagnie. Il n'y a donc rien d'anormal derrière tout cela. Ça, c'est déjà quand même plutôt rassurant dans l'histoire de l'évolution de notre espèce. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça prend autant de place aujourd'hui? Pourquoi est-ce que, comme je vous le disais aujourd'hui, les animaux, où qu'on regarde, les animaux sont là, et puis on parle du lien que l'on a avec eux. Là, dans ces cas-là, on peut assister évidemment à une véritable évolution de nos modes de vie, à des transformations sociétales qui sont profondes. Et j'en suis un peu un produit, puisque j'ai écrit le livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien ?» et pas un enfant. C'est vrai que pendant très longtemps, la famille, ça voulait dire la même chose pour tout le monde.
La famille, c'était les parents, les enfants, et puis après, éventuellement, un chien ou un chat. Et d'ailleurs, pour revenir à mon livre, quand j'avais commencé à faire des recherches pour étayer mon propos, pour ne pas me baser uniquement sur ma propre expérience, j'avais contacté pas mal d'experts différents, et dont un historien spécialiste de l'histoire des relations homme-animal. Cet historien m'avait dit, quand je lui avais dit vers où je voulais aller, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, il m'a dit « Oh là 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 là, madame, vous faites erreur, une erreur complète. C'est pas du tout ça. Les animaux ne seront jamais les substituts d'enfants. Les animaux arrivent uniquement dans une histoire de famille, quand la famille est déjà composée. » Je ne citerai pas le nom de cet historien, mais il est plutôt historien que dans l'anticipation. Il n'avait pas vu les choses venir. Parce que clairement, aujourd'hui, les choses s'inversent. Voilà qu'on commence. On commence aujourd'hui par la laisse et éventuellement on passe après au landau. Éventuellement. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a une véritable recomposition des normes familiales. Et là, je voulais vous montrer à quel point le chien s'intègre dans énormément de formes familiales qui existent aujourd'hui. Alors, il y a les fameux jeunes couples que l'on voit aujourd'hui qui vont prendre un chien ou un chat un petit peu comme un galop d'essai avant une éventuelle parentalité un peu plus classique plus tard. Eux, d'ailleurs, c'est la fameuse génération Z et c'est chez eux qu'on a le plus de possession aujourd'hui d'animaux de compagnie. Ensuite, il y a les profils un peu comme le mien, donc plutôt solo, urbain, actif. Avant, on disait mémère à chien, donc aujourd'hui, on dit dog mum. Donnons-nous rendez-vous dans 20 ans, on verra ce que je suis. On verra. Et puis, après, il y a aussi les couples homosexuels. Il y a les familles recomposées qui ont déjà des familles, des enfants de part et d'autre et qui finalement vont avoir un nouveau projet commun, vont réussir à faire famille ensemble grâce à un animal. On a aussi les familles au sein desquelles les enfants sont grands, ils sont partis et on va garnir le fameux nid vide avec un chien ou avec un chat. Et puis on a aussi les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de ces femmes-là qui ont réussi à faire le deuil de leur maternité grâce à un animal de compagnie. Donc vous voyez à quel point il y a des formes familiales au sein duquel le chien ou le chat va venir occuper une place centrale. Le chien ne remplace pas l'enfant, mais il participe à une nouvelle façon de faire famille. Et puis en France, comme dans de nombreux pays, la natalité recule, je ne vais pas vous l'apprendre ce soir. Il y a de plus en plus de foyers sans enfants, de moins en moins d'enfants par foyer, et en revanche, de plus en plus de foyers avec des chiens ou des chats. Je dis pas qu'il y a un lien forcément de cause à effet dans tout cela, mais n'empêche qu'on peut quand même essayer de trouver une petite concomitance à cela. Et comme on le sait, la nature a horreur du vide. Alors les chiens et les chats l'ont bien compris. Les poussettes se raréfient, les laisses prolifèrent. Dans un monde où le coût du logement grimpe, où les trajectoires de carrière sont de plus en plus aléatoires et incertaines, où les proches maintenant vont être de plus en plus éloignés géographiquement, où on va avoir aussi des incertitudes sur le plan géopolitique, sur le plan écologique, c'est vrai que finalement l'animal offre quelque chose de précieux aujourd'hui. C'est une figure d'attachement qui est centrale et structurante. Et à l'échelle individuelle, mais aussi donc à l'échelle familiale. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Aubert et il m'a dit cette phrase que j'avais trouvée magnifique. « Toutes les mains d'une famille se rassemblent sur le dos d'un chien ». Voilà aussi le rôle du chien au sein d'une famille. Et c'est vrai que dans une époque aussi qui est obsédée par la charge mentale, l'animal, notre animal, ça devient un compromis salutaire. Ça nous permet d'avoir une responsabilité qui reste conscrite. Ça nous permet d'être dans le présent, dans l'instant T, sans être forcément dans des projets de futur, dans des études à payer. Et puis de ne pas avoir à prendre chaque décision ou que chaque décision se transforme en dilemme moral. J'aurais énormément de choses à vous dire sur le pourquoi eux, pourquoi nous, et surtout pourquoi eux et nous. Mais ce qui est intéressant aussi face à cette nouvelle donne aujourd'hui, c'est finalement comment on va considérer cette nouvelle relation que l'on a avec nos animaux de compagnie. Parce que qui dit nouvelle relation dit aussi nouvelles attentes et nouveaux besoins. Alors aujourd'hui, on parle de bien-être animal, on parle de socialisation, on parle de santé mentale, on parle de consentement aussi chez les chiens et chez les chats. Tout un vocabulaire qui n'était auparavant uniquement réservé que aux humains et aux enfants. Et puis aujourd'hui, avec la multiplication de sources d'informations, quel vétérinaire n'a pas un propriétaire qui est arrivé au sein de son cabinet avec un diagnostic déjà fait par ChatGPT
Et puis moi-même, quand je fais ma petite souris et que je suis au milieu de pets parents au Champ de Mars, je les écoute. Voilà que maintenant, ils parlent de protection de ressources, d'hypertype. Ils deviennent de plus en plus experts, nos propriétaires, nos humains de chiens. Et puis l'économie du pet care, on voit à quel point elle progresse. Les vétérinaires spécialistes sont de plus en plus nombreux et compétents, n'est-ce pas Pascal Prélot? On parle de dog walker, de dog sitter, donc d'éducateurs, de comportementalistes, de communicants animaliers aussi, ça c'est pour le côté un petit peu ésotérique, de garderies, de mutuelles santé, de vêtements de luxe et techniques, et j'en passe. Pendant longtemps, quand on était en consultation en tant que vétérinaire, la phrase ou la question qui nous était adressée par les propriétaires, c'était est-ce qu'il est malade, docteur? Aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a une belle qualité de vie? Est-ce qu'il vieillit bien? Comment est-ce que je peux l'avoir le plus longtemps possible dans la meilleure santé qui soit? Et comment puis-je encore gagner quelques mois, quelques années avec lui? Comment puis-je préserver son bien-être? Aujourd'hui, l'animal n'est plus un compagnon de vie, un animal de compagnie, c'est devenu un compagnon de vie. C'est parfois un membre de la famille, c'est parfois un soutien émotionnel majeur, et c'est parfois même la relation la plus stable du foyer. Et lorsque cette place change, eh bien toute la filière change, que ce soit donc les vétérinaires, les industriels, les chercheurs, les pet fooders, tout cela change. Tous ceux qui contribuent à la bonne santé, au bien-être animal. Moi, lorsque j'ai commencé mes études vétérinaires, donc on soignait les animaux. Aujourd'hui, ça reste la mission première du veto, ça reste de soigner les animaux. Mais aujourd'hui, c'est aussi prendre soin de cette relation d'attachement unique et qu'on ne peut plus nier, qu'on ne peut plus sous-estimer, parce qu'elle est celle de millions de Français. Merci beaucoup de m'avoir écouté défendre mon propos sur la place de l'animal aujourd'hui dans notre société. Merci beaucoup Hélène. On a tous bien compris que c'est pas juste un phénomène de mode, c'est une vraie transformation de société, du puppuccino à l'ocytocine. Maintenant, est-ce que ces changements se révèlent aussi dans les faits et dans les chiffres? Et le docteur Olivier Bidault va nous dresser un panorama de la médicalisation en France, comparé avec ce qui se passe dans les autres pays européens. Et c'est une image importante pour qu'on se rende compte de là où on en est sur ce sujet et de voir où est-ce qu'il faudrait qu'on soit et qu'on évolue pour aller être en adéquation avec les évolutions de la société et les demandes des propriétaires canins. Bonjour à tous, merci de cette invitation pour parler de la médicalisation. Faire un état des lieux en France, vous allez voir que c'est pas toujours évident de regarder et de nous comparer par rapport aux autres pays du monde ou d'Europe. Et puis parler un petit peu de la place de l'innovation, notamment des médicaments, mais aussi du diagnostic, pour accompagner ou améliorer cette médicalisation des animaux de compagnie. Alors, tout d'abord, on va parler du marché. Le marché français, c'est un marché à très fort potentiel au niveau de la population animale, des animaux de compagnie ou des compagnons de vie. Je vais essayer de changer mon champ lexical après cette présentation. Si on prend le chien, la France est à la 2e place européenne, derrière l'Allemagne. Et pour le chat, c'est à la même place. Donc, on se rend tout de suite compte de l'importance, en tout cas de la place de la France au niveau européen. Alors, attention, les sources, selon les pays, on n'a pas toujours les mêmes sources. J'ai essayé de compiler ce qui me semblait le plus cohérent, mais ça semble quand même être aujourd'hui on va dire les 2 podiums au niveau du nombre d'animaux de compagnie dans les pays européens. Si on passe à la France, donc à la diapo suivante, on a 16,6 millions de chats en France, qui est un chiffre plutôt stable après une décennie de forte croissance, et une population de chiens autour de un peu moins de 10 millions, 9,6 millions de chiens, avec une légère tendance baissière depuis quelques années. Là, la comparaison par rapport à il y a 2 ans, donc là c'est les derniers chiffres 2026, font état d'environ 300 000 chiens en moins. On l'a dit, c'est prépondérant, 54% des foyers français possèdent un chien ou un chat. Si on rajoute les autres animaux de compagnie, on passe à plus de 60%. Et 36% des Français considèrent leur animal comme leur enfant. C'est plus marqué chez les femmes de 35 à 44 ans, où c'est 46%. Et on peut le dire aujourd'hui, je pense que je ne vais pas le dire mieux qu'Hélène auparavant, l'animal est clairement un membre de la famille à part entière aujourd'hui. Alors, déjà,
par rapport au sujet du jour, comment peut-on définir la médicalisation? J'ai essayé de proposer une définition de la médicalisation qui pourrait être l'ensemble des pratiques de prévention, de diagnostic, de traitement et de suivi médical visant à maintenir ou améliorer la santé des animaux, prévenir ou traiter ces maladies sous la supervision d'un vétérinaire. Bon, vaut ce qu'est vaut, on essaie de couvrir le sujet. En tout cas, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment la mesurer, cette médicalisation. Et on va se rendre compte que c'est pas si évident de mesurer la médicalisation, parce qu'il y a potentiellement beaucoup de critères à prendre en compte et qu'il n'y a pas, là, j'ai pas trouvé de critères universels qui permettraient de l'évaluer correctement et de manière facile, et ensuite de trouver des données. Alors, un des critères de mesure qui semble le plus fréquemment utilisé, en tout cas qu'on retrouve le plus, pour lesquels on a le plus de données, même si la méthodologie n'est pas toujours la même, semble être le taux de visite vétérinaire annuel, c'est-à-dire le pourcentage de chiens et de chats qui passent chaque année la porte d'une structure vétérinaire. Voilà. Alors, aucun critère ne semble parfait. Celui-là est intéressant, mais il y a des critères qui sont secondaires, qui peuvent être très intéressants ou indirects. On a le taux de couverture vaccinale. Alors, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont la chance de l'avoir. On va en parler après. La France a cette chance grâce au SIMV et aux laboratoires fabricants commercialisant des vaccins. C'est un indicateur de prévention qui est assez intéressant. Donc, c'est la proportion d'animaux à jour dans leur appel de vaccins, notamment sur les valences essentielles, mais aussi sur les autres valences. Un critère indirect qui peut être le taux de pénétration de l'assurance santé. Alors, ce critère, il est assez intéressant parce qu'on va le voir juste après. Il est très fortement corrélé au taux de visite dans les structures vétérinaires, ce qui paraît assez logique et c'est assez marquant. Ensuite, on peut trouver d'autres critères, plus ou moins intéressants, directs, complets, etc. Le nombre d'actes par an, le chiffre d'affaires annuel du médicament ou des vaccins, si on veut plutôt évaluer la prévention, les paniers moyens de visite, le taux d'identification, le taux de pénétration des thérapies innovantes. Voilà, on peut trouver pas mal de choses, ou la part des dépenses de santé dans le budget total dédié à l'animal au niveau annuel. Alors, où est-ce que se situe la France en termes de médicalisation? Alors là, c'est pareil, j'ai essayé de compiler des données qui n'ont pas toute la même méthodologie, donc n'essayons pas de comparer les pays directement. Ça donne un ordre d'idée, d'ailleurs vous allez voir, c'est souvent des fourchettes. Ce qui ressort partout, c'est que la Suède semble être le champion mondial de la médicalisation des animaux de compagnie, avec des taux de visite annuels très élevés, même chez le chat. Vous verrez après que le chat reste toujours largement en deçà du chien. On en parlera un petit peu après. Et un taux d'assurance, alors j'ai même vu une statistique à 91% de taux d'assurance en Suède qui est monumentale. En tout cas, c'est clairement le grand gagnant de la médicalisation au niveau européen, ça c'est sûr, et probablement mondial. Vient ensuite le Royaume-Uni, avec un très bon taux de médicalisation, en tout cas de visite annuelle pour le chien, un peu plus bas pour le chat, mais quand même très élevé, et un taux d'assurance qui est relativement élevé, entre 25 et 30%, et surtout des plans de prévention très, très souvent mis en place et qui participent à la médicalisation, puisque dans, on va dire, le contrat que les propriétaires d'animaux ont avec leur vétérinaire, il y a des rendez-vous de suivi. Les États-Unis, avec là une grosse différence entre les chiens qui semblent très médicalisés et les chats où c'est un peu plus bas, et pour autant un taux d'assurance moyen qui est plus faible, voire plus faible que dans pas mal de pays européens. Ensuite, l'Allemagne, qui se rapproche de la France, qui est juste en dessous, avec une différence assez marquante sur le taux d'assurance, où on estime entre 10 et 20%. J'ai vu une statistique à 20% aussi pour le taux d'assurance en Allemagne, alors qu'en France, on l'estime plutôt autour de 5%. Donc, chien, toujours plutôt bien médicalisé en France et en Allemagne, le chat un peu en deçà. Et pour les deux derniers pays, les deux dernières lignes, l'Espagne et l'Italie, on est à des niveaux un peu plus bas, et notamment chez le chat, où la médicalisation est plus compliquée et les taux d'assurance également plus faibles. Alors, je parlais de la vaccination et de la chance qu'on a en France d'avoir cet observatoire de vaccination qui est un indicateur extrêmement intéressant et complémentaire à ce qu'on vient de voir. Ça permet d'estimer, grâce aux données des laboratoires qui commercialisent des vaccins en France, la proportion d'animaux sur la population totale estimée de chiens. Donc là, c'était 9,7 millions en 2024. Le taux d'animaux qui ont une couverture vaccinale à jour sur les différentes valences. Là, en l'occurrence, j'ai pris la parvovirose, mais on peut parler des valences essentielles chez le chien, où on est environ à 60%
de chiens couverts à jour de leur vaccination pour les valences essentielles, ce qui est plutôt très bien. Et on voit qu'on est quand même arrivé à une sorte de plateau, donc à suivre dans les années à venir ce que ça donne. En tout cas, il y a eu une croissance préalable et aujourd'hui, il y a une sorte de plateau. Chez le chat, la situation est très différente. On a une croissance continue, mais plutôt lente du taux de vaccination. On est passé, alors plutôt lente, c'est relatif, hein, on est passé en 7 ans de 18% à 25%, donc c'est bien. Mais il reste qu'on a un chat sur 4 seulement aujourd'hui qui est vacciné, en tout cas qui est à jour de ses vaccins en France, ce qui est quand même extrêmement faible pour l'animal préféré des Français, en tout cas le plus possédé avec 16,6 millions d'animaux en France, donc un énorme potentiel de médicalisation. Alors, pour la médicalisation des animaux de compagnie, on peut résumer qu'on a plutôt une bonne médicalisation qui est historique chez le chien, avec un bon taux de vite annuel, un bon taux de vaccination, un fort taux d'identification. Chez le chat, une sous-médicalisation qui est chronique, même si elle a tendance à s'améliorer doucement. Et on constate, et ça c'est quand même un point problématique, un gros décrochage entre la première année où le chat est plutôt bien médicalisé, et puis la suite où une fois qu'il est identifié, vacciné, qu'il a reçu sa primo, et ben du coup on le revoit que quand il a fait un accident de circulation ou une maladie grave. Voilà, je caricature, mais ça arrive. Et on constate un glissement plutôt lent, continu. Hélène en parlait tout à l'heure, hein, du vétérinaire, quand on est sorti de l'école, on est sorti la même année, la même école, donc on a les mêmes repères. Le vétérinaire, il était surtout là pour soigner. C'est sûr qu'on est passé vraiment du vétérinaire soignant curatif à la prévention qui est devenue prépondérante dans le quotidien des cliniques. Et de manière plus récente aussi corrélée à l'apparition, alors d'une part à l'allongement de la durée de vie des animaux, et également corrélée à l'innovation thérapeutique et diagnostique, on se rend compte qu'on a un glissement assez important, on va le voir juste après en chiffres, des maladies chroniques, et de la gestion des maladies chroniques et de l'animal âgé, avec de très forts développements de ces marchés-là. Alors justement, pour commencer, on va regarder un tableau qui est assez marquant de mon point de vue, c'est l'évolution comparée du marché des médicaments, donc des parts de marché entre les animaux de rente, vous voyez qu'on en parle quand même ce soir, et des chevaux par rapport aux animaux de compagnie, avec, le graphique se passe de commentaires, hein, une évolution marquante de la place des animaux de compagnie sur le marché français en moins de 20 ans. Marché, parce que du coup là on est en part de marché qui a évolué de plus de 30% entre 2000, je crois qu'il y a juste, j'ai plus la date, je crois que c'est 2010 et 2022, donc sur les 12 dernières années. Donc évidemment, quand on voit la part de marché équine qui est plutôt stable depuis 2004, ça veut dire que le marché il a cru de 30%. Autre donnée qui permet de visualiser un petit peu la partie innovation et dynamisme, on va dire, des marchés. Là, c'est au niveau européen. Sur les 5 dernières années, les marchés les plus dynamiques au niveau du médicament, les deux plus dynamiques, c'est d'une part les volailles, où il y a eu beaucoup d'innovations, notamment en vaccins, et en deuxième, les chiens et les chats, avec un dynamisme de 30%, ce qui est assez important, viennent derrière les autres espèces de rente, ruminants et porcs. On peut se poser la question, en quoi l'innovation peut améliorer la médicalisation des animaux. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. J'ai essayé de couvrir différents scopes. Le premier, c'est la couverture des ce qu'on appelle les gaps thérapeutiques, donc en fait les besoins médicaux non pourvus à un instant T. On a la chance d'avoir également un réseau français de la santé animale, le RFSA, qui, avec des parties prenantes vétérinaires, établit pour les différentes espèces animales les besoins non pourvus des différentes filières. Donc là, c'est le compte-rendu de la dernière réunion pour la filière chien-chat et nos animaux de compagnie qui date de fin 2024. Donc je pense qu'il y aura je fais c'est tous les 2 ans, donc il y en aura une en fin d'année 2026 qui mettra à jour, et avec pas mal de mises à jour, puisque on se rend compte que par rapport à d'autres espèces, finalement, le nombre de gaps thérapeutiques majeurs est finalement relativement faible. On se rend compte qu'on a des gaps
assez critique dans d'autres espèces animales. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en animaux de compagnie, bien sûr il y en a beaucoup, mais on se rend compte qu'il y a finalement peu de gaps majeurs, et que dans les gaps majeurs de 2024, si on les regarde, finalement il y en a 2 qui sont en cours de résolution, avec des AMM qui viennent d'être obtenus dans les 6 derniers mois sur des antibiotiques non critiques par voie IV. Pour les anémies par carence, également un médicament qui a obtenu son AMM, et puis l'arrêté prescription restreinte, la liste des médicaments à prescription restreinte, donc humain, qui a été mise à jour récemment. On a également, alors c'est pas une AMM, mais des solutions pour le traitement de la péritonite infectieuse féline, etc. Donc il y a pas mal de choses qui ont avancé depuis 2 ans sur ces gaps thérapeutiques. Bien sûr, il en reste des gaps. Il y a des maladies majeures. On parlait de la PIF, on parlait du FIV qui n'ont pas de vaccin. C'est encore des choses qui pourraient évoluer. Mais on se rend compte qu'on est quand même maintenant beaucoup dans la spécialisation sur des molécules de cancérologie qui sont effectivement manquantes, etc. mais qui peuvent devenir disponibles grâce aux médecines humaines. On a également, et ça c'est marquant, on va le voir en chiffres, des innovations qui améliorent la prise en charge des affections chroniques, j'en parlais juste avant, et de l'animal âgé. C'est évidemment en parallèle avec l'allongement de la durée de vie des animaux, et il y a eu vraiment une accélération à partir des années 2010-2015 avec des nouveaux types de médicaments qui sont apparus sur le marché vétérinaire, des anticorps monoclonaux, des thérapies ciblées, etc. Les maladies les plus souvent couvertes, bien sûr, par ces innovations étaient la dermatite atopique, l'arthrose et la gestion de la douleur chronique, le diabète, la cancérologie, mais aussi la cardiologie, la néphrologie, etc. Il ne faut pas oublier le diagnostic, qui est extrêmement important également, parce que avoir des thérapeutiques c'est bien, mais si on n'est pas capable de les diagnostiquer, du coup ça sert pas à grand chose, et qui participe à l'amélioration de la médicalisation des animaux. Alors, je sais pas, on avait en tête il y a 20 ans, on se disait le marché, on va dire, des animaux de compagnie, au niveau du médicament toujours, c'était en gros réparti en 4 parts à peu près égales. On avait les antibiotiques, les antiparasitaires, les vaccins et tout ce qui était autre. Et dans autre, en gros, on avait la médecine interne qui était finalement pas si développée que ça. On se rend compte aujourd'hui, en 2025, alors c'est au niveau européen, que le plus gros marché en animaux de compagnie sont les antiparasitaires, externes, internes et endectocides, suivis juste derrière par les médicaments de médecine interne. Donc il y a eu une évolution majeure de cette catégorie, très corrélée bien sûr à la médicalisation et à la gestion des maladies chroniques, on va le voir. Ensuite les vaccins qui sont à la 3e place, et quand on regarde les antibiotiques, là on se rend compte que finalement ils sont très loin derrière, avec des antibiotiques oraux qui ne représentent plus que 3% de ce marché. Évidemment il y a d'autres antibiotiques dans les autres, les injectables, etc., mais qui sont tout petits. Si on regarde avec un autre prisme les marchés en Europe et en France, sur les 5 dernières années, on se rend compte que les 2 marchés les plus dynamiques sont les antiparasitaires, endectocides, avec beaucoup d'innovations qui sont sorties, et la médecine interne dans les 2 cas, au niveau européen comme au niveau français, donc ce qui corrobore cette évolution majeure. Enfin, on peut considérer que l'innovation, c'est aussi l'amélioration de l'offre existante, avec une amélioration de l'offre qui va permettre d'améliorer à la fois l'efficacité des traitements et l'observance des traitements. On a des innovations galéniques, on a des vaccins par exemple qui ont eu des durées d'efficacité allongées, on a des médicaments avec des durées allongées, des protocoles qui sont simplifiés, et c'est extrêmement intéressant, mais à la fois, et assez paradoxal, c'est que en améliorant cette couverture, par exemple si on prend les vaccins avec des durées d'immunité qui durent plusieurs années, on arrive à une sorte de paradoxe au fait qu'un des critères qui nous permet d'évaluer la médicalisation, qui est par exemple le taux de visite annuel chez le vétérinaire, finalement les animaux, peut-être grâce à ces innovations, si tout va bien, qu'il n'y a pas de bilan annuel de santé, peut-être qu'on va le revoir que dans 3 ans et pas tous les ans. Donc finalement, on peut aussi avoir un biais pour ensuite évaluer notre médicalisation si on utilise le seul critère de taux de visite annuel chez le vétérinaire.
Alors évidemment, il n'y a pas uniquement l'innovation thérapeutique et diagnostique, bien évidemment, et je pense qu'on va beaucoup en parler avec les autres intervenants. Le développement de l'offre de service, il est majeur. Le développement de la médecine préventive au sens large, qui dépasse le cadre de la seule vaccination, avec des bilans de santé, des bilans seniors, des consultations pubertaires, le rôle de leur production, la discussion autour de leur production. On va le voir, on est de plus en plus vers une médecine personnalisée, je dis personnalisée au sens où l'animal devient une personne, et en tout cas individuelle, mais on est loin encore de l'offre anglo-saxonne avec des généralisations de plans de prévention qui permettent d'avoir des bilans très réguliers des animaux qui ne s'est pas développé en France ou très peu. On a une amélioration continue de l'offre avec, historiquement, les structures vétérinaires qui sont de plus en plus travaillent de plus en plus sur la partie canine, des ruraux qui sont devenus mixtes et parfois mixtes après dominance canine, et ça c'est vrai sur tout le territoire français. Le développement des vétérinaires à domicile, le développement des urgences, le développement de spécialistes à la fois en nombre dans les spécialités, le nombre de l'oncologie par exemple n'existait pas il y a quelques années, et aussi l'organisation des structures qui permet, avec un rôle prépondérant, de plus en plus prépondérant, et c'est que le début je pense, notamment du rôle de l'ASV. Et on a parlé du développement de l'offre diagnostique bien sûr. On constate, et on l'a vu tout à l'heure, qu'on a toutefois en France un lent développement de l'assurance santé, alors qui se développe petit à petit, mais qui reste faible, et qui évidemment, on l'a vu, un énorme levier de médicalisation dans les pays qui ont adopté l'assurance, puisque ça permet d'atténuer le frein financier, qui on va le voir est un des freins les plus importants. Alors justement, le frein principal semble être aujourd'hui le frein financier pour la médicalisation, outre bien sûr tous les autres critères. On a également chez le chat la question du stress, les propriétaires qui ne vont pas dans les cabinets vétérinaires parce que le chat est trop stressé. Alors même s'il y a des solutions pour résoudre ça, il y a aussi le développement de la médecine à domicile, etc. Mais la question de la capacité des clients à payer, à faire des sacrifices, il y a des études récentes qui l'ont démontré, beaucoup de propriétaires d'animaux sont prêts à faire des sacrifices pour leur propre santé parfois, pour leur loisir, pour beaucoup de choses. Et puis, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a réellement un frein technologique aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des choses qui limiteraient le développement d'innovations majeures en vétérinaire? Pas sûr, sauf si on a ce frein financier, finalement. Ensuite, on garde quand même en France une perception qui semble insuffisante de l'importance de la prévention, avec un modèle curatif qui reste ancré, en tout cas dans la tête de certains propriétaires d'animaux, qui ne vont aller chez le vétérinaire qu'en cas d'urgence. C'est-à-dire que la notion de prévention, ou d'aller faire un bilan, ou d'aller régulièrement, n'est pas forcément ancrée en eux. Le cas du chat d'intérieur, qui est un cas intéressant, parce que c'est un peu un dilemme de savoir comment faire de la prévention sur un animal qui est peut-être soumis à moins de risques, etc. Et puis, on a un marché qui est quand même qui a ses contraintes. On parlait tout à l'heure de l'assurance. C'est sûr qu'aujourd'hui, le code de déontologie des vétérinaires interdit l'intermédiation d'assurance. Voilà, donc le vétérinaire, à différence d'autres pays où c'est possible pour un vétérinaire de parler activement d'assurance. Et puis, la publicité qui est interdite pour certains médicaments qui ont largement développé le marché, on l'a vu récemment, qui sont soumis à prescription, mais on a la possibilité aujourd'hui de faire de la publicité auprès du public pour les vaccins, et la communication des vétérinaires depuis la dernière refonte du code de déontologie, c'est quand même largement ouverte. Pour terminer, on peut dire qu'on a un grand marché à fort potentiel qui n'est que partiellement exploité, on l'a vu, une des plus grandes populations animales d'animaux de compagnie d'Europe, un attachement émotionnel humanisé, une médicalisation en croissance largement portée par l'innovation et la meilleure organisation des acteurs. Le chat qui reste très largement en retrait, on l'a vu, c'est dans beaucoup de pays le cas. Un chat non vacciné, est-ce qu'on peut considérer qu'il est médicalisé? Dans la grande majorité des cas, la vaccination va quand même rester l'acte de base, ou alors il sera médicalisé le jour seulement où il en aura besoin. Et puis, cette question centrale de la capacité financière des clients qui est quand même à prendre en considération, avec pas mal de perspectives. La prévention, on en a parlé, la gestion du chronique, la personnalisation des thérapeutiques, et également à tous les niveaux, que ce soit de la prévention jusqu'à la thérapeutique de précision. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Olivier. Donc on le voit, la médecine vétérinaire évolue, plus vers la prévention, vers le traitement des maladies chroniques.
Mais du coup, en pratique, comment ça se passe dans les cliniques? Donc nous allons avoir le témoignage du docteur Prelot, spécialiste en dermatologie, qui à travers l'exemple de la DAC chez les chiens, va pouvoir nous expliquer comment ça se passe. De nouveaux médicaments ont permis d'évoluer sur le traitement des chiens, mais il reste encore des freins, les défis du diagnostic, de l'alliance avec le propriétaire, l'influence des réseaux sociaux. Pascal, je vous laisse nous en dire plus. On dit plus propriétaire, hein. C'est vrai. Quand même. Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Je suis assez impressionné. Je connais certains d'entre vous à travers 40 années de dermatite atopique et je suis ravi de vous parler justement, de prendre l'exemple de la dermatite atopique pour voir ce qu'a apporté l'innovation en termes positifs et finalement parfois en termes négatifs. Alors, pourquoi la dermatite atopique est un bon sujet pour parler d'innovation? D'abord, c'est la première cause de pruritus chez le chien et en fait la première cause de consultation hors prévention chez le chien. C'est le premier poste de remboursement pour les assurances. Il faudrait qu'ils fassent un gros effort d'ailleurs de ce côté-là. C'est, vous le savez tous, un poste d'innovation qui a littéralement explosé et transformé la pratique sur ces maladies. Et hélas, ça c'est un autre revers. Comme c'est une maladie chronique avec un gros marché, eh bien les réseaux sociaux s'emparent de cette maladie d'une façon assez importante. On va remonter au tout début parce que tout est parti d'une innovation. En fait, et moi j'appelle ça le péché originel de cette maladie, parce qu'en fait, au tout début de la dermatite atopique est un chien qui se grattait en même temps que ses propriétaires parce qu'il était allergique au ragweed, c'est-à-dire à l'ambroisie aux États-Unis. Et à partir de là est parti un dogme absolument fou. Tout chien qui se gratte, qui a des tests allergologiques positifs, est atteint de dermatite atopique. Mais ça a permis de lancer un business absolument fou, de développer une spécialité. La dermatologie, en gros, elle n'existait pas. Et la dermatologie aux États-Unis, à partir de cette époque-là, on parle des années 40, et donc ils avaient pris un tout petit peu d'avance comme d'habitude, c'est basé sur les tests allergologiques et l'allergologie. Le problème de ça, encore une innovation qui a des côtés positifs, parce qu'on a parlé de cette maladie-là, mais il y a aussi des inconvénients, c'est que c'est pas que ça du tout, la dermatite atopique, c'est même loin d'être simplement une maladie allergique. Et au bout du compte, on s'est un peu noyé. On a discrédité l'allergologie vétérinaire et en fait, on a pris énormément de retard. Heureusement, en Europe, on a commencé à travailler en One Health, comme on dirait maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de ce qui se passait chez l'enfant pour essayer de voir si c'était à peu près la même chose que chez le chien. Et on a une chance folle, c'est absolument la même chose que chez le chien. Et pas tellement au niveau pathogénie, mais au niveau thérapeutique, on a commencé à aller piocher. Et la première pioche qu'on a faite, c'est la cyclosporine. Donc ça, c'est Novartis qui a accepté de passer la cyclosporine qu'on utilisait chez l'enfant, chez le chien. Et là, ça a été pour nous en dermatologie la vraie révolution qualitative, on va dire, au niveau essais cliniques. C'est la première fois qu'on avait des essais en double aveugle, contre placebo, longs, des suivis, et on a même eu du Cochrane à la fin. Donc on a pu vraiment faire des belles études cliniques et on avait quelque chose de scientifiquement propre. Mais bon, c'était pas le médicament non plus le plus facile à utiliser. Parallèlement à ça, on est quasiment années 90-2000 se sont développés grâce au pet food des aliments à visée dermato et surtout des aliments hydrolysés qui ont permis d'améliorer le diagnostic d'allergie alimentaire. Donc ça a été aussi quelque chose d'important. Et dans les années 90, ça a été la grande mode, notamment en Angleterre, mais ça a traversé la Manche très vite et partout, des acides gras essentiels. Et puis là-dessus sont venus plein de nutraceutiques et puis les probiotiques, etc. Donc on a cette évolution, donc on voit que la chose commence à enfler, à être un peu importante. Mais la vraie dernière toute révolution qu'on a eue il y a 13-14 ans maintenant, ça a été l'apparition des premiers inhibiteurs de Janus kinase, où on s'est retrouvé avec un interrupteur à prurite. Le truc absolument fou, qui nous a permis d'avoir de l'avance sur l'humain. Et pour une fois, les humains, je vous en reparlerai plus tard, sont mis à copier la médecine canine. Et en même temps que les premiers Jackie sont arrivés aussi peu de temps après, les premiers anticorps monoclonaux, donc anti-L31. Et donc avec ces deux outils-là, on a eu une vraie révolution et un confort de traitement, soit décrit, soit traitement au long cours, qui est absolument génial. Et curieusement, chaque fois qu'on voyait sortir ça, on s'est dit mais c'est fini, quoi, on va plus rien faire. Nous, en tant que spécialistes, c'est mort. C'est mort, on n'aura plus rien. Et pourtant, le boulot continue d'augmenter. Bon, les éleveurs font un super boulot. Hein, faut reconnaître ce qui est. Et depuis peu de temps, on a d'autres choses qui viennent influer, d'autres innovations, on va dire. C'est l'influence des réseaux sociaux
qui est absolument toxique et en tant que praticien, eh bien, on passe la moitié, si ce n'est 3/4 du temps, à lutter contre les infox. C'est vraiment un truc vraiment prégnant et pénible. Alors, autour de l'alimentation, alors l'alimentation, c'est juste extraordinaire. Là, on y casse tout. Maintenant, la cosmétique, hein, on a vraiment une mode de la cosméto. Et puis, évidemment, on va dénigrer tout ce qui est traditionnel. Évidemment, ces vétérinaires qui sont de l'argent, tous ces laboratoires qui sont de l'argent sur nos pauvres enfants. Tu as vu? J'ai réussi. Hein. Et sur le plan scientifique, on a aussi un autre phénomène qui est particulièrement toxique, c'est celui des revues prédatrices qui font qu'il y a énormément de publications qu'on va étiqueter scientifiques et qui sont de très très mauvaise qualité. Et pour se retrouver au milieu de tout ça, eh bien, ça devient extrêmement compliqué. Les atouts de toutes ces innovations, ça a été une meilleure connaissance de la maladie, alors là c'est absolument phénoménal, une meilleure efficacité, c'est évident. On a pu mettre en place enfin des traitements de fond de façon cohérente, on a pu les adapter, faire des prises en charge personnalisées, faire des traitements multimodaux, donc c'est absolument génial et on est arrivé à quelque chose, je dirais parfois, meilleur que ce qui est en médecine humaine parce que heureusement on a une réglementation qui est un petit peu moins stricte sur l'utilisation des médicaments. Mais ça c'est la vraie vie, hein. Non, c'est pas vrai. Celle du milieu, c'est une photo d'agence. Le reste, c'est en consultation. Mais malgré tout ça, on a quand même des difficultés. Et ces difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Alors évidemment, on parle du fardeau économique, on l'a vu tout à l'heure, c'est un des freins de développement, mais pas seulement. On va parler du fardeau thérapeutique pour les propriétaires de ces chiens atopiques, les dérives mercantiles, j'y reviendrai après. Mais le premier, c'est qu'il s'agit de traitements, alors une maladie complexe multifactorielle avec beaucoup d'options thérapeutiques. Donc intellectuellement parlant, ça demande de la formation pour les vétérinaires et en fait aussi de la formation pour les propriétaires. Ici, alors je vais vous passer quelques publications juste pour illustrer, pour vous montrer à quel point c'est vraiment criant. Ça, c'est une publication sur le syndrome de l'imposteur chez les vétérinaires face à des cas de dermatite atopique. Et vous voyez que face soit à un traitement de crise, donc le chien vient, il se gratte, soit il faut mettre un traitement de fond en place. Eh bien, les étudiants vétérinaires qui viennent de sortir, alors moi je les comprends parce que franchement les études, bon, c'est quand même fait pour passer la jeunesse, quoi. On n'est pas là pour que apprendre. Ils sont complètement perdus face à ces chiens qui se grattent, ils savent pas quoi faire. Les vétos généralistes sont à peine au-dessus, et dès qu'on passe sur des vétos certifiés, des résidents et des spécialistes, heureusement, ils sont beaucoup plus à l'aise pour maîtriser l'ensemble de ces outils. Mais c'est quand même assez criant, c'est-à-dire qu'on a énormément d'outils, mais on en a tellement que il faut se former de façon assez importante pour pouvoir les prescrire correctement. Pardon. Donc ça, c'était super. Ça, c'était donc pour le côté intellectuel, on va dire, de la prescription. Ensuite, il y a le fardeau économique. Là, je vous ai pris juste une publication récente du JAVMA. Alors, il s'agit d'une publication sur des médicaments prescrits aux États-Unis. Et là, c'est les vétérinaires qui s'imposent des freins de prescription, en fait, en fonction des coûts de traitement. Alors, on voit que l'allergologie, par exemple, lorsque vous avez des contraintes financières, c'est la dernière des choses qu'ils vont proposer. Alors ça, c'est très différent de l'Europe. En Europe, la désensibilisation des tests allergologiques, c'est quelque chose qui est bon marché, relativement quand même. Mais aux États-Unis, une désensibilisation coûte $4 000 par an. Hein, donc vous comprenez que on va vraiment le prescrire que beaucoup plus tard. Chez nous, c'est quand même beaucoup moins cher. Et évidemment, dès qu'il n'y a plus d'argent, on va mettre des corticoïdes devant, hein, puisque ça reste des traitements les moins chers. Donc vous voyez, c'est vraiment un frein de prescription qui est vraiment très net dans le choix des traitements. Autre fardeau, le fardeau thérapeutique. Alors là, moi, c'est pas génial, mais bon. Ça m'a permis quand même de tout remettre sur une diapositive. Toutes les études sur la qualité de vie, en fait, des propriétaires et des animaux atteints de dermatite atopique montrent la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur la vie de famille, sur les relations dans la famille, avec les gens autour, etc. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Il y a un impact aussi sur la qualité de vie du chien. Il y a un impact sur la relation entre
Le maître, on peut pas non plus. Hein. Entre le parent et son animal, j'ai du mal, hein, je suis désolé. Hein. Je suis vieux. Hein. Et tout ça, ça implique, on va passer à la diapositive suivante, au vétérinaire de s'adapter. Autre élément extrêmement important, je vous parlais des réseaux sociaux, mais ça va au-delà de ça, c'est aussi tout ce qui est culturel. Et on commence à voir sortir quelque chose qu'on utilise énormément en médecine humaine, c'est l'étude des influences, des croyances relatives à la santé. Et ça peut avoir une influence extrêmement importante sur la prescription par le vétérinaire et surtout pour le vécu de l'observance par le propriétaire. Là, je vous ai mis je vous ai mis l'ensemble des publications sur le thème, quand même, faut pas non plus charrier. Une sur les régimes d'éviction, et il y a une mauvaise adhérence si on a des propriétaires qui sont complètement obnubilés par le bio, le no-grain, tout ce que vous voulez, et qui sont vraiment perdus dans plein de croyances sur l'alimentation. Généralement, dans ces cas-là, quand on met en place un régime d'éviction, c'est voué à l'échec, dans 80% des cas, enfin c'est pas rien. Hein. Ou alors, s'ils sont pas convaincus vraiment que ça a un intérêt de faire ce régime d'éviction, typiquement un propriétaire qui a eu à qui on a prescrit des inhibiteurs de janus kinase, ça marche très très bien, il n'a pas envie d'aller plus loin, donc on aura un mal fou à faire un régime d'éviction. Et pareil pour l'ITA, c'est-à-dire l'immunothérapie allergénique. On a vu qu'il y a, donc inversement, une meilleure observance. Si les gens sont persuadés qu'il y a vraiment un problème d'allergie, ils vont y aller à fond. Plus la qualité de vie de l'animal est altérée, plus les symptômes sont graves, pareil, plus ils vont être enclins à bien suivre l'immunothérapie jusqu'au bout. Si on leur impose et qu'ils ne perçoivent pas l'intérêt, ils vont abandonner très vite. Et aux États-Unis, c'est assez incroyable. On voit des abandons de désensibilisation à 3 semaines. C'est complètement fou. Moi, je pensais que tôt, c'était 1 an, quoi. Mais ça peut aller plus vite. Enfin, je termine avec les dérives mercantiles parce que c'est vraiment moi, c'est ce qui me pourrit la vie actuellement. Je vous ai pris, là, on peut mettre de toute façon des marques, hein, c'est pas très grave, et on peut même en dire du mal pour certaines. Mais à droite, je vous ai mis donc les effets typiques. Donc là, c'est des compléments vitaminés qui traitent absolument tous les chiens qui se grattent. Bon, sur la gale, ça ne marche pas. Sur la dermatite atopique, ça ne marche pas. Ça complémente, mais ça fait pas grand-chose. Et à gauche, vous avez l'arsenal thérapeutique que j'ai découvert en demandant à une propriétaire de me dire un peu ce qu'elle faisait en dehors de ma prescription. Eh ouais, c'est pas simple, hein. Donc il faut vraiment les tenir parce que ils vont tout essayer autour et vraiment les réseaux sociaux nous posent de vrais problèmes d'observance et de suivi de prescription. Alors heureusement, cette année, c'est la première année qu'on sort des publications strictement sur l'efficacité de tel ou tel médicament, de tel ou tel topique. On commence vraiment à prendre en compte tout ce qui est qualité de vie, observance. Vous l'avez vu tout à l'heure, même les croyances. On commence à s'intéresser à ça et à essayer de monter des outils pour lutter contre ça. On s'intéresse au fardeau économique. On s'intéresse à l'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, moi, ça fait des années que j'essaye de l'améliorer, mais l'éducation thérapeutique, c'est avant tout une relation avec le client et quelque chose qui doit se faire petit à petit et qui s'adapte au client. Donc ça, c'est un bouquin que j'avais développé sur la dermatite atopique comme outil d'aide au traitement, parce qu'ils vont trouver plein de réponses dedans, mais je vais vous donner un livre qui n'est pas lu, c'est pas simple. Hein, ça marche pas super. Donc, en plus, il faut vraiment les accompagner, le lire avec eux, etc. Diapositive suivante. Je fais des placements de produits. Hein. Et aujourd'hui, en fait, le vétérinaire, mais avant, ça devait être un expert. Alors, j'ai demandé à l'IA de me faire un truc neutre. Il est resté sur le féminin. Je suis désolé, c'est un peu bizarre. Et après, il me mettait des yels partout, donc j'ai préféré mettre la vétérinaire. Le véto ou la vétérinaire doit être experte, non, on va arrêter, du diagnostic, du traitement, il doit tout savoir. Il doit coacher les gens pour les restimuler, pour essayer de savoir s'ils ont bien fait comme il faut le shampoing, si dans la famille ils sont en train de se séparer à cause du chien, c'est le vécu, hein, ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment coacher les propriétaires, tout coordonner, être un vrai partenaire à l'écoute. Et l'écoute des propriétaires, c'est vraiment un truc essentiel. Pour moi, c'est la base de la réussite des traitements, parce que ça permet de s'adapter. Et il faut être pédagogue, évidemment, et ça, c'est pas toujours facile. Pardon.
Alors, on peut s'inspirer de la dermatite atopique humaine. C'est la raison pour laquelle, donc, moi, je fais partie maintenant de l'ISAD et j'y apporte, l'ISAD, c'est la Société internationale de la dermatite atopique, j'y apporte la petite touche vétérinaire. Et c'est absolument génial de faire du One Health avec ces gens-là, parce que on a des façons de travailler radicalement différentes et on apprend les uns des autres. Alors c'est sûr qu'un chien, c'est un truc avec des poils à quatre pattes. C'est très différent d'un bébé sans poils. Donc ils ne traitent pas pareil, ils font beaucoup de topiques, nous on fait beaucoup de systémiques et ainsi de suite. Mais du coup, ils adaptent, et par exemple, les Jackie sont en train de monter énormément dans les priorités de traitement pour apporter du confort aux enfants et aux familles. Et deuxième placement de produit. Ah ouais, j'en profite. Donc, ces rencontres One Health, on fait des rencontres francophones qui s'appellent les Journées de la dermatite atopique. Donc, on les fait toujours la veille de la Journée de la dermatite atopique humaine, qui est toujours le 13 septembre. Donc, on fait le 12, on se met avant, on va être après faire le même jour. Et je vais ici en passant, Elanco, MSD et Zoetis, qui sont partenaires de ces journées. Et ce sont des journées d'échange, justement, avec la médecine humaine. Et on y apprend pareil, chez eux, en fait, il n'y a pas de traitement efficace sans qu'il y ait une alliance thérapeutique forte avec non pas les propriétaires, mais les parents. Et là, cette fois, les parents des enfants. Et c'est exactement la même chose pour nous. Et donc, en conclusion, donc je reviens toujours sur l'humain. Pour moi, c'est essentiel. Et puisque vous faisiez essentiellement des réunions du rural, je vous ai mis une phrase d'un vétérinaire, Pierre Grador, qui était vétérinaire à Userche, il y a quelques décennies, qui était pour moi mon héros. Moi, je voulais soigner des limousines en Corrèze, c'était mon truc. J'ai compris que je venais pas de là et que c'était pas complètement mon truc. Mais c'était un type extraordinaire et qui disait, j'aime les animaux, tous les animaux et leurs hommes. Et je pense que si on n'aime pas les humains qu'on a de l'autre côté de la table de consultation, ben, on ne peut pas profiter pleinement de toute l'innovation qu'on a. Merci. Merci beaucoup Pascal pour ce témoignage très concret. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette conférence sur l'innovation et les perspectives. Et en parlant d'innovation, je vais donner la parole à Jean-François Rousselot. Didier nous en a un petit peu parlé tout à l'heure sur une initiative de la VAC sur le prix de l'innovation vétérinaire. Jean-François, allez-y. Bon, bonsoir à tous. Oui, on va peut-être échanger un moment sur l'idée que l'innovation pour les animaux de compagnie est-elle bien en bonne corrélation, en bonne synergie avec ce que les différentes concepteurs d'innovation vont pouvoir offrir. Alors, juste, alors pareil qu'il faut... l'Association française des animaux de compagnie est une association qui a 68 ans, qui est dédiée à la formation continue des équipes soignantes, mais pas que. Hein, c'est aussi une référence et un soutien dans tous les dossiers techniques et scientifiques qui concernent la filière animaux de compagnie, avec une base très sûre que représentent ces valeurs, l'indépendance, l'excellence pédagogique et la confraternité, convivialité. On est répartis en 15 sections régionales et en 21 groupes d'études, chacun dédié à une discipline, pour arriver à ces missions, à répondre à ces missions. Alors les liens avec SIMV, Didier en a déjà parlé, oui, l'innovation, mais aussi bien d'autres éléments. D'abord, c'est un relais entre les adhérents du SIMV et les équipes soignantes, principalement pour les médicaments et les réactifs, principalement dans ce qui concerne la recherche pour de nouveaux médicaments, l'investigation clinique. Marianne, tu te souviens, il y a 30 ans, on faisait des conférences lorsque les nouveaux protocoles pour mettre en un médicament pour l'investigation clinique sont parus. Donc, vous voyez, ça fait très longtemps. Donc, dans tout ce qui concerne la politique du médicament, la réglementation, et puis aussi un peu l'information grand public, avec une aide pour
ce dictionnaire des médicaments, puis aussi du RFSA, hein, parce que le réseau français de santé animale, on l'a déjà évoqué à travers les gaps thérapeutiques, mais aussi actuellement il y a une grosse enquête concernant les antiparasitaires. Donc un large éventail de liens qui nous unit, et puis ce lien fantastique qui est le prix de l'innovation, et qui est, après une idée géniale de Didier, hein, l'objectif est de faire valoriser les entreprises créatrices d'innovation dans le domaine de la santé des animaux de compagnie et de les faire connaître aux équipes soignantes. Alors, comme le disait Didier, ça a commencé à Marseille en 2018. Et chaque année, même l'année du Covid, il y a eu un prix de l'innovation. Et là, on en est au 9e prix, et ce sera donc à Lille en novembre 2026. Alors, c'est un concours, et comme tout concours, il y a un règlement. Mais dès ce règlement, eh bien, on a pensé aux attentes que pouvaient avoir nos confrères et nos consoeurs sur l'innovation. Les catégories de prix, par exemple, en 2026, il y a deux priorités, deux choses qui resteront toujours. Ce sont les médicaments vétérinaires et ce sont les aliments. Mais il y a aussi d'autres catégories qui peuvent changer, qui changent d'ailleurs tous les ans, en fonction de l'actualité, en fonction des besoins de nos confrères et consoeurs. Ce sera en 2026 les solutions à usage technique ou scientifique vétérinaire. Ce sera également les solutions destinées à la gestion ou à l'usage administratif, avec bien sûr l'intervention de l'intelligence artificielle. Les critères de choix. Là aussi, ils ont évolué au cours de ces 9 années. Est-ce innovant, est-ce prouvé? Ça, c'était les 2 critères de base. Est-ce risqué? Oui, c'est également très important. Le bénéfice additionnel est-il significatif? Et puis récemment, on a ajouté quelque chose d'extrêmement important, à la fois pour les vétérinaires, pour les ASV, mais aussi pour tous les clients, l'éco-responsabilité. Parce qu'une innovation doit maintenant prendre en compte cet élément. Les jurys. Alors, il y a un premier jury, un jury de 10 personnalités qui change un peu tous les ans, qui va, à partir des propositions faites par les candidats, choisir dans chaque catégorie 3 innovations qui vont être les finalistes pour chaque catégorie. Et puis, il y aura dans l'exposition du congrès des posters qui seront à la disposition des participants au congrès et une campagne. Tous les candidats peuvent faire cette campagne, que ce soit avant le congrès ou pendant le congrès. Et puis, il y aura un vote décisif de choix des lauréats qui sera réalisé par tous les participants du congrès, vétérinaires ou étudiants, par le biais, là, ça sera plus maintenant une urne, mais ce sera avec le smartphone grâce à une application. Et puis bon, il y a des prix, il y a la fête, avec un changement aussi de nature des prix. Vous voyez, on est passé du plastique au bois, parce que c'est l'éco-responsabilité qui a voulu ça. Et donc, c'est toujours une fête, un moment de grande réjouissance, un peu aussi de déception pour ceux qui n'ont pas été élus au cours de leur avec leurs produits. Alors, est-ce que les objectifs sont atteints? Les candidats. Les candidats, il y a une vraie ferveur, un vrai engagement. Ils sont de plus en plus nombreux. Les dossiers sont de mieux en mieux préparés. Et puis, la joie des gagnants aussi, ça fait plaisir parce que elle est sympathique et euphorisante. La campagne, ça c'est important. Peut-être qu'elle c'est un peu en demi-teinte. Et je pense qu'on doit pouvoir faire beaucoup mieux. C'est-à-dire que pour faire connaître un peu les innovations, c'est avant qu'il faut faire du travail. C'est dans l'expo, mais c'est aussi hors expo. Et là, je crois qu'on a du travail ensemble d'organisation à réaliser. Le jury, c'est une mission passionnante, difficile, parce qu'il faut essayer d'anticiper
ce que souhaiteront les praticiens. Et ça, c'est pas facile du tout, et je peux vous dire qu'il y a des débats sacrément animés. Et puis bon, les votes, voilà, il y a cette application, et puis alors on espère, et ça se constate, hein, ça se vérifie, qu'il y a de plus en plus de votes, donc un intérêt croissant, parce que c'est la concrétisation que ce prix de l'innovation est bien le moyen d'associer innovation et information. Alors, à moyen et à long terme, bon, l'innovation, c'est des attentes des équipes soignantes qui sont en constante évolution, parce que, en fonction de l'espèce, hein, c'est vrai que les NAC, par exemple, ont encore de très nombreux gaps thérapeutiques. Et puis, il y a aussi toute cette classe d'animaux de loisirs, ex-animaux de rente, qui sont maintenant devenus des animaux de compagnie. Il y a 300 ports de compagnie dans la région parisienne, en Île-de-France. Hein, c'est quand même énorme. Les clients, bon, l'animal dans la famille, on ne va pas revenir sur ce sujet qu'a très bien abordé Hélène, hein, c'était fantastique. Mais voilà, là aussi ça évolue. Il y a quelque chose qu'il faut percevoir. La qualité de vie et l'espérance de vie, ça c'est deux concepts qui sont absolument importants pour nous praticiens et en cardiologie, c'est fondamental. La société qui est très bien-être animal, hein. Là aussi il y a une croissance dans la conception des choses, et puis l'environnement, hein, où il faut faire attention parce que notre planète, eh bien, elle a des réserves qui s'amenuisent, hein, et donc il faut être prudent dans tout ce que on génère et dans toutes nos actions. Et puis il y a, on l'a dit aussi, et Pascal l'a bien précisé, la communication et puis les réseaux. Une innovation, c'est quand même 7 à 8 ans pour l'initier et la réaliser, au minimum. Bon, il y a des attentes qui sont pour demain, il y a des innovations qui sont pour 7-8 ans. Et notre profession, elle est prédatrice. Elle aime l'innovation, mais tout de suite, pour demain. Donc, bon, il y a un certain décalage entre cette volonté d'avoir des innovations et puis l'innovation quand elle va apparaître, qui va peut-être être un petit peu en retard par rapport à ce qu'on souhaitait. Alors, quelques possibilités, hein. On peut peut-être, par le biais d'enquêtes, avoir une meilleure connaissance, hein, entre les créateurs d'innovation et puis la profession. Et puis il y a ce prix de l'innovation vétérinaire qui permet un focus sur les innovations et leurs caractéristiques, qui dynamise et soude les équipes de recherche. Ça c'est sûr, ça on le constate. Il y a même, Didier me rappelait qu'il y avait une firme pharmaceutique qui avait 2 produits. Eh bien, les 2 équipes qui soutenaient les 2 produits étaient en complète concurrence, hein, donc vous voyez combien ça donne du punch dans les services de recherche et les marketing des différentes firmes pharmaceutiques ou des producteurs d'aliments ou des autres catégories. Et puis à cet affichage, là j'en ai déjà parlé, avant et après les résultats, hein. Communication vers les équipes soignantes, mais aussi communication vers le grand public, hein. Il ne faut pas se limiter, hein. Je crois qu'on peut faire là beaucoup mieux pour cet aspect affichage. Et donc en conclusion, je considère que grâce au SIMV, grâce à la FACO, grâce à Didier, grâce à ce qu'on a pu monter autour de ce prix, grâce à la VAC, eh bien, le prix de l'innovation est cet outil catalyseur de la corrélation et de la synergie innovation et profession vétérinaire. Je vous remercie pour cela. Merci beaucoup Jean-François. Donc nous avons posé le diagnostic, le lien très fort que nous avons avec nos compagnons à quatre pattes, l'évolution de la médicalisation, l'évolution de la pratique vétérinaire vers plus de spécialisation, les attentes plus claires qu'ont nous maintenant les propriétaires d'animaux. Reste à répondre à une question essentielle. Quels sont les leviers pour améliorer cette médicalisation?
Grégory, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci au SIMV pour laisser de la place à l'innovation. Merci à David et puis Marianne pour l'invitation et la préparation. Et le défi d'avoir seulement 20 minutes pour vous parler de tout ce que j'aurais eu envie de vous dire. Donc je vais me limiter à 3 leviers principaux pour peut-être mieux médicaliser plus. Alors j'en vois qui prennent des photos, ce qui ne me pose strictement aucun problème, mais dans une slide, vous aurez un joli QR code, vous le flasherez, vous ferez send quand ça va générer un email dans votre téléphone, et dans les jours qui viennent, je vous enverrai la presse toute jolie. Mais vous pouvez prendre des photos, vous pouvez même m'enregistrer vocalement, ça marche très bien dans les IA. Tant que vous faites pas de clone sans mon autorisation. Donc médicaliser plutôt, des outils en particulier chez les pet owners ou pet parents, ou toutes les acronymes que tu as dit qui étaient super, Hélène, qui permettent d'avoir un diagnostic précoce et un suivi aussi de meilleure qualité. Le côté aussi comment les data et l'IA bien mélangés peuvent faire des miracles et rendre visible l'invisible. Voilà, dans la salle, je sais qu'il y a des fournisseurs de solutions qui font ça, en particulier au niveau diagnostic. Et puis la partie qui est peut-être un peu moins produit, un peu moins médicament diagnostic, avec ce qui se passe, un peu ce que tu as évoqué aussi, Pascal, dans la salle de consultation, comment on discute avec les clients et comment on a du levier là-dessus pour aller plus loin. Donc c'est la fameuse slide que vous pouvez flasher. Elle reviendra à la toute fin si vous la laissez une minute, vous pouvez la flasher maintenant ou plus tard. En général, c'est mon indicateur de est-ce que j'ai été pas trop mauvais ou pas, parce que ceux qui flashent pas au début, qui flashent à la fin, ça veut dire que finalement ils ont trouvé ça un peu intéressant. Ça va générer un email et vous faites juste send et je le recevrai. Donc, si on, voilà, bon, après ça on peut le passer pour gagner une minute. Je suis Grégory Santaner et venez discuter avec moi si on se connaît pas déjà à la fin. Donc tu peux aller à la suite. Donc sur le premier levier de mieux médicaliser en dépistant plus tôt, ça va se passer plutôt chez le propriétaire. Donc avec ces fameux pet owners qui en fait vont avoir des outils à leur disposition, donc des applications, des objets connectés, tout un tas de choses de cet ordre-là. Et la capacité même maintenant avec des outils de reconnaissance biométrique, soit par la face de l'animal, comme là les PetNow, les Coréens, soit par des caméras qui peuvent suivre les animaux, de pouvoir suivre en fait et de profiler l'animal, de savoir tout ce qu'il fait chez lui, parce que pour ceux qui ont été praticiens ou praticiennes, on sait très bien que quand on pose la question comment ça se passe à la maison et que vous nous décrit, la fiabilité de ce qui nous est décrit, c'est pas foufou en fait. Là, avec ça, on peut avoir des choses un peu fiables et qui se déroulent en plus 24 heures sur 24. Nous, quand on observe un animal en consultation, ça dure 15, 20 minutes, parfois plus, si on le garde en hospitalisation, et encore, c'est un milieu modifié. Là, chez lui, il est dans son environnement et on peut suivre des choses de cette façon-là. Si tu peux passer à la suite. Donc, je vous donnerai à chaque fois quelques exemples pour un peu illustrer, pour ceux qui n'ont pas forcément connaissance de ces choses-là. Donc ici, par exemple, des tests, alors qui sont simples, il n'y a pas énormément de tech dedans, mais quand même, c'est Petivity, c'est la gamme moderne, on va dire, de Nestlé Purina qui fait des choses pour la santé connectée. Donc des petites bandelettes où on collecte de la salive et on peut avoir un visuel sur la qualité de la santé rénale du chat, sur le fait qu'il y ait des problèmes dentaires ou pas. Donc ça, c'est typiquement la recommandation quand on lit la notice, c'est à utiliser entre plusieurs visites, quand le propriétaire se pose des questions. Alors c'est bien quand c'est fourni par l'industrie parce que ça va à l'encontre de toutes les légendes que les gens peuvent lire sur les réseaux sociaux. Au moins, là, il y a quelque chose de cadré avec ce fameux pré-diagnostic. Alors, le diagnostic est censé n'appartenir qu'au vétérinaire, mais dans la vraie vie de la modernité, je pense que ça peut se discuter. Donc là, il y a une partie qui appartient en tout cas aux propriétaires. Et si on passe à d'autres types de solutions, ça peut passer aussi par des choses un peu plus modernes, des applications. C'est très en Asie, ça fonctionne beaucoup comme ça, avec des espèces de couteaux suisses IA comme Peekaboo ici, qui est taïwanais, qui était présent au CES à Las Vegas en janvier dernier, où en fait le propriétaire, vous voyez l'image, a à disposition des IA pour d'abord discuter, voilà, avec une entité, ensuite pouvoir scanner la plaque dentaire de son animal, éventuellement demander à faire des rations ménagères, lire des radios que le vétérinaire a fait, analyser des résultats d'analyse biologique, tout un tas de choses comme ça qui va faire que on n'est plus dans la même position du sachant sur son piédestal, mais on va devoir discuter. Alors
Alors avec des choses qui sont peut-être discutables sur la validité scientifique. Mais en tout cas, on va avoir de plus en plus des propriétaires qui vont discuter. Là, dans le cadre de Picaboo, c'était à peu près clean. C'est un veto qui était sur le stand. Et du coup, je lui ai dit, mais ça se passe comment? En fait, les gens arrivent en disant, je veux une radio. Non, en fait, l'application aura un peu préparé les terrains. Et quelque part, on aura un propriétaire presque plus éclairé qui arrivera. Si on prend d'autres types d'outils, et celui-là est disponible en France, il y a une super présentation par Valérie Chetboul à Numanima pour ceux qui y étaient, sur ce type d'outil Invoxia, qui a un collier qui capte la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, avec en plus la possibilité d'inclure le veto. Côté gauche, pour vous, vous avez la vue du propriétaire, qui est moi, avec mon chien, River, et sa fréquence cardiaque, sa fréquence respi, et l'autre, à droite, c'est un dashboard qui permet à tout vétérinaire qui voudrait suivre tous les animaux de sa clientèle ayant ce type de collier, de mettre des alertes, des limites, et de suivre un peu son pool de chiens cardiaques, ou pas d'ailleurs, parce que là, c'est plutôt présenté pour des chiens cardiaques, mais l'intérêt principal étant certainement de suivre les animaux tout au long de leur vie. Avec ce genre d'outils, Valérie Chetboul, ce qu'elle nous a présenté, c'est assez fascinant, la capacité à anticiper de plus de 1 mois la survenue d'un œdème aigu du poumon sur un chien cardiaque. C'est-à-dire que les signaux sur ce collier-là sont vus 1 mois avant qu'il y ait des signaux cliniques. Donc ça change complètement la façon de médicaliser. Si on prend un autre type d'outil, là, cette fois-ci sur les comportements éliminatoires, pas disponible encore en Europe, mais bientôt j'espère. Donc là encore, à nouveau Nestlé Purina, avec ce plateau qui se met sous n'importe quelle litière, et ces petites lignes-là qui sont les marqueurs de 5 capteurs qui captent de manière hyper fine le comportement éliminatoire, ce qui permet de le retraduire ensuite dans des choses compréhensibles par tous, comme ce que vous voyez là. Donc est-ce que le chat il urine, est-ce qu'il fait des selles, ou même est-ce qu'il va dans la litière et qu'il fait rien du tout, ce qui est une très bonne information aussi en tant que vétérinaire. Et puis bien sûr, à chaque fois, ça pèse aussi l'animal. Donc là aussi, voilà, en tant qu'ancien interniste, le poids du chat, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc ça, c'est le genre d'outil, on conçoit bien que ce soit pour le dépistage ou même pour le suivi. En termes de médicalisation, ça fait tout de suite upgrader un peu les choses. Donc si on reprend un peu cette notion de prédiagnostic, j'essaierai de synthétiser à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est l'accessibilité. Avant, voilà, moi ça fait 10, 15 ans que je parle de ces trucs-là. Avant c'était un jour, peut-être, on aura. Voilà, là maintenant c'est là, c'est au cou de mon chien. Mon chat il mange dans une gamelle connectée, il passe à travers une chatière connectée et j'ai une caméra pour le suivre quand je suis en vacances. Donc c'est là, c'est dispo. Ça permet vraiment de faire un suivi ultra individuel, y compris quand l'animal n'est pas officiellement identifié, parce que ça c'est, chez nous voilà, ça paraît la base, mais il y a plein de pays dans le monde où il n'y a pas d'identification officielle, si ce n'est la truffe par exemple, chez les Coréens. Et ce que je trouve très intéressant d'un point de vue comportemental, c'est l'observation neutre. C'est-à-dire que il y a plein de choses qu'on fait. Déjà, rien que d'amener l'animal chez le vétérinaire, c'est pas neutre en termes d'observation. Là, voilà, à moins qu'on me démontre que l'animal est gêné par le collier ou gêné par la caméra ou des choses comme ça, a priori, on a quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là. Donc, deuxième sujet, deuxième levier principal, voilà, rendre visible l'invisible, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être le plus fascinant de l'e-santé animale. Et avec pourquoi c'est possible maintenant, enfin pourquoi on y arrive maintenant, tout simplement des données en quantité monstrueuse et des outils comme l'IA qui sont capables de trier ça, parce que nos cerveaux à nous, de toute façon, n'ont pas la capacité à faire ça. Ça permet plusieurs choses. Déjà, amplifier les examens complémentaires qu'on avait déjà à notre disposition, comme la radio, la cyto, je vais en reparler après, et puis faire une médecine réellement prédictive, qui est assez fascinante, dans le sens où, quand on dit boule de cristal, c'est pour de vrai, en fait, qu'on peut avoir des outils comme ça. C'est perturbant, quand on découvre tout ça au début, en se disant, ils ont vraiment fait ça, parce que d'abord, il y a 0 formation à ça en école veto. Voilà, quand moi, de temps en temps, je vais en école leur parler de ça, ils disent, jamais entendu parler de ce que tu nous racontes. Et puis, ça, enfin, voilà, la discussion qu'on va avoir avec le propriétaire quand c'est pas votre animal a ça, mais votre animal va avoir ça, de manière fiable, c'est des discussions qui sont pas simples, en fait. Donc, si on va sur la suite, de ce que sont ces technologies. Alors, il y en a certaines qui sont là depuis plusieurs années, donc on commence à être un peu habitué. A priori, la radiologie assistée par IA, c'est 8% des vétérinaires, selon une étude Imago Research. Donc, 2 solutions qui sont disponibles en France, alors qui ne font pas de diagnostic, qui mettent juste en avant la présence de lésions.
On n'est pas encore au top du top de ce que ça va être un jour, parce qu'il y a eu des études récemment sur les 6 solutions qui existent dans le monde et les résultats étaient entre moyens et pas bons pour certaines choses. Donc ça marche bien quand on associe ça avec un humain, ce qui est une bonne nouvelle parce que c'est pour l'instant comme ça qu'il faut s'en servir. Il y a des choses qui existent aussi en cytologie, donc avec là aussi des solutions qui existent depuis plusieurs années, si tu montres la suite, et des solutions qui sont aussi en train d'arriver. Là aussi, je vois ça plus comme de l'amplification, parce qu'un humain avec des bons yeux et du temps et de la compétence, forcément, arriverait à, je dirais, distinguer ce qui est distinguable. Là, ça fait gagner du temps, ça amène un niveau de compétence à tous, y compris, je n'étais pas une foudre en cytologie quand j'étais praticien. Donc voilà, qui permettent de faciliter l'accès à ce genre de choses. Ça permet aussi peut-être de voir les choses d'une autre façon. On a parlé d'éco-responsabilité, d'usage des antibiotiques, des antiparasitaires. Là, on a des outils qui peuvent peut-être démocratiser des choses comme l'écoproscopie et donc faire de l'usage raisonné de certains produits. Bon, voilà, on a en tout cas ces outils-là qui sont désormais facilement disponibles. On a d'autres types d'outils qui, eux, sont un peu plus fascinants parce qu'on part de quelque chose de beaucoup moins connu. Je pense ici, par exemple, au cancer DX de IDEX en diagnostic, qui est fascinant dans le sens où il va annoncer, avant que l'expression clinique de la maladie soit là, une maladie. Ici, des cancers. Le lymphome qui a été lancé en janvier 2025 au VMX, et puis ensuite le mastocytome au VMX 2026. Donc, à partir d'une simple prise de sang, la capacité à travers la détection de certaines molécules, qui ont des noms cryptés parce que propriétés intellectuelles, etc., d'avoir avec des sensibilités et spécificités qui sont pas mal déjà, et qui vont probablement aller en s'améliorant, et en quelques jours, donc c'est quelque chose qui peut vraiment s'insérer dans un parcours clinique classique, la possibilité de dépister des choses, alors avec probablement là aussi des parcours à réinventer. Quand on a des nouveaux outils, il faut inventer des nouvelles façons de faire. Et pour le coup, pour avoir vu des premières coms d'IDEX aux États-Unis et en France, il y avait effectivement comment on se sert de cet outil-là si on pense qu'il y a le problème ou si on ne sait pas, en fait, qui est une vraie question au niveau épidémiologie, mathématiques, statistiques, etc. D'autres cancers sont à venir, ça s'appelle cancer DX parce que probablement si on rediscute ensemble dans 5 ans, il y aura peut-être un cancer par an qui sera ajouté. D'autres choses qui sont encore plus fascinantes peut-être parce que c'est vraiment là basé sur du très big data. La première fois que j'avais vu ça en 2018 aux États-Unis, je m'étais posé en me disant est-ce que j'ai bien compris, parce que ça me paraît tellement incroyable que c'est pas possible selon moi. Mais en fait, si, quand on prend 150 000 chats, qu'on fait plein de calculs et qu'on prend leurs données biologiques collectées depuis 20 ans, eh bien on arrive à avoir un index prédictif basé sur des choses qu'on a dans toutes nos cliniques, urée, créate, densité, pH urinaire, protéines urinaires, NF et H du chat. Vous prenez ça, vous mettez ça dans la machine faite par Antech et Mars Petcare et vous avez un index prédictif de santé rénale du chat. Si l'index est positif, ou en tout cas n'est pas bon, on va dire, il y aura une maladie rénale chronique dans les 2 ans qui viennent, même si le chat va parfaitement bien le jour de la prise de sang. Donc c'est vraiment voir l'avenir. Si c'est négatif, on est cool, pendant 2 ans, statistiquement parlant, normalement, pas de maladie rénale chronique. Donc pareil, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce genre d'infos quand on a le résultat qui tombe ? Que ce soit avec des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, il y a certainement des choses à réinventer. Les index prédictifs, ça va être quelque chose de vraiment intéressant parce que les suivants qui arrivent, c'est diabète chez le chat, diabète chez le chien, et je pense qu'ils vont faire, avec toutes les données qu'ils ont, ils ont les moyens. Donc cette médecine prédictive, elle peut vraiment changer beaucoup de choses dans la façon qu'on va avoir d'aborder la santé des animaux. D'abord parce qu'entre ce qui va se passer chez les propriétaires et ce que nous on va faire avec les outils spécifiques qu'on a, on va voir l'avenir médical. J'ai pas d'autre façon de le dire. Ça va pas être simple à faire avec les propriétaires parce qu'il va falloir inventer des dialogues par rapport à ces résultats-là. Et puis, moi, ce que je vois arriver avec en plus des produits, bon, j'avais que 20 minutes, donc je trace, mais une forme d'hypergériatrie probablement, c'est-à-dire des animaux qu'on dépiste plus tôt, donc on fait durer plus longtemps du mieux possible, plus des produits qui vont les faire durer plus longtemps, mais ça, c'est ce que j'ai pas le temps de dire, vont faire qu'on va avoir une autre façon de faire avec certains animaux qu'on va faire, qui vont avoir des durées de vie. Alors, ça sera cool pour la relation. Tu disais gagner du temps, 1 mois ou quelques années. Il y a certains produits qui promettent 2 ans en plus aux États-Unis. Il faudra voir ce que ça donne. Si on passe à la dernière partie,
qui est plus sur la com en fait et comment les outils modernes tels que l'IA peuvent nous aider à faire ça. C'est deux mots qui vont souvent, voilà, on se dit ben non, c'est pas possible d'automatiser et de personnaliser. Ben si, avec les outils modernes et en particulier de l'IA bien réglée, on peut faire ça. Ça a déjà des impacts organisationnels, plus dans les pays. Voilà, on dit le vent vient de l'Ouest, ça reste vrai. Chez nous, ça arrive tout doucement. Hein. Dernière étude Imago, 43% des vétérinaires qui utilisaient l'IA générative, et c'était en fin d'année, là, donc c'était il y a quelques mois. Au niveau de l'amélioration de la communication pour une meilleure médicalisation, c'est la systématisation de compte rendu avec, à partir du moment où on aura prononcé le mot d'un produit ou d'un médicament, la possibilité d'insérer un texte déjà tout fait, personnalisé éventuellement par le veto. Donc souvent vous venez nous visiter en disant je ne comprends pas, ils parlent pas de mon produit, ils disent rien, etc. Tout ça, normalement ça devrait nous régler une partie de ce problème-là. Et puis si on va même un peu plus loin, des agents IA, une forme d'automatisation, qui vont de manière plus ou moins autonome, en tout cas avec une autonomie guidée dans un premier temps, aider à améliorer l'observance et la médicalisation. Si on prend les scribes, donc les scribes, petit programme qui en consultation va enregistrer tout et va en faire des comptes rendus synthétiques de très 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 bonne qualité, ça marche très bien. On passe 30% du temps devant notre ordinateur, donc il va y avoir les 3/4 de ce temps-là qui va dégager. On va juste garder du temps pour faire un copier-coller. Et puis ça permet, pour faire pas mal d'interviews de vétos qui utilisent ça, voilà, de se reconnecter au propriétaire, de se reconnecter à l'animal, et ils décrivent tout spontanément, voilà, des consultations où en plus ils verbalisent un peu mieux parce qu'ils savent qu'il faut que ça passe. On peut régler pour que ça passe quand même si on verbalise pas, mais voilà, la plupart du temps, en tout cas, ça les oblige à se poser pour faire des meilleures consultations. Et si on regarde, voilà, c'est arrivé des États-Unis, ils ont tous dit, sur la slide suivante, c'est ce que j'ai marqué, ils ont tous dit, vous allez gagner 1 à 2 heures. Mais c'est parce que là-bas, ils font des comptes rendus de malades, parce que sinon, ils prennent des procès. Chez nous, les SP font des comptes rendus de malades, mais les vétos classiques, généralistes, font TVB, hein, tout va bien. Voilà, ça c'est déjà pas mal comme compte rendu pour se passer le mot de collègue à collègue. Et en fait, il y a des études qui commencent à arriver. Alors, il faudra attendre d'avoir des trucs plus concrets parce que là, c'est fait par des solutions, donc on pourrait rediscuter de la validité. Pour autant, voilà, je vous refais pas tous les chiffres, mais la lisibilité par les collègues, la charge mentale, tout ça est nettement amélioré par ces outils-là. Et puis la qualité de communication client, qui là aussi nettement augmenté, et avec même certains vétérinaires qui estiment, voilà, que ça peut participer à améliorer l'observance, le suivi, ce genre de choses. Donc si on passe à d'autres outils, à ce qui se passe aussi une fois qu'ils sont partis. Et là, pour le coup, on a des outils qui sont déjà présents, Digital Practice, Ascovet, je suis actionnaire minoritaire, donc je fais mon disclaimer, comme ça c'est fait. Ascovet en France, qui sont des petits chatbots qui vont aller interroger les propriétaires d'animaux, en tout cas les compagnons des animaux, pour savoir comment ça va. Voilà, est-ce que le traitement marche bien? Et donc pouvoir récupérer comme ça les échecs de traitement, suivre l'animal, et sur des façons de faire qui sont très agréables, en fait, très faciles. Il y a pas besoin de se forcer pour ça, et en général c'est très apprécié avec des très bons taux de complétude. Si on va un petit peu plus loin, sur la slide suivante, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est carrément des agents IA, donc qui vont aller faire le job que les ASV n'ont pas le temps de faire, ou ni nous d'ailleurs. Voilà, que ce soit la réception téléphonique, que ce soit des relances de facturation. Alors, c'est des modèles américains, donc des renouvellements des médicaments par des agents IA. Bon, on a un nouveau code qui est censé être en rédaction, je suis pas sûr que ça en tiendra compte, mais agent IA responsable des relances, là aussi de manière personnalisée. Donc ça veut dire que le fameux, il faudra revenir dans 6 mois pour faire une prise de sang, ben là ça sera fait par une entité, peut-être avec même des clones vocaux des vétérinaires, hein, c'est pas inimaginable d'avoir ça, donc ce serait le vétérinaire qui appellerait pour dire ça marche très bien, j'ai le mien, quand vous m'entendez en podcast, pour ceux qui m'écoutent, c'est pas toujours moi, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc si on va un peu plus loin, à la slide suivante, pour finir sur cette partie com et essayer de tenir mon temps. Voilà, cette IA-là, elle va aider à mieux médicaliser parce qu'elle va automatiser et personnaliser plus. Ça arrive, et ça arrive toujours plus vite que ce qu'on imagine, en tout cas dans d'autres pays, et chez nous aussi ça prend sa place. Ça pose plein de questions de cadre. J'ai eu la chance de faire un petit article pour la dépêche technique, merci Anne, et puis le syndicat sur voilà,
Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on veut mettre un cadre en place, parce qu'il y a des usages plutôt sauvages actuellement dans les établissements vétérinaires. Et puis si on va plus loin et qu'on se mettait à parler de philosophie comme on pourra le faire au buffet, voilà, acceptation par les équipes, par la société de tous ces outils. Alors souvent c'est très attractif en première intention, puis après quand on se pose un peu, ça pose des questions qui, même moi qui suis plutôt enthousiaste, ça m'interroge. Voilà. Et si on va un peu plus loin pour vous donner quelques perspectives, déjà assumer le fait que entre aujourd'hui et demain on est presque aujourd'hui, on va dire, on a une médecine qui va changer, enfin, qui est déjà en train de changer au final. Elle est déjà proactive et collective. Collective par la data, en fait. C'est pas troupeau au sens troupeau du terme, c'est au sens data collectée qui profite à tout le monde. Et voilà, on avait rediscuté de la présentation en fin de semaine, donc j'ai ajouté 2 choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on regarde sur la suivante pour les vétérinaires, pour voilà, qui s'adaptent, déjà se former, parce que ça va pas du tout qu'en école véto il y ait une formation initiale qui soit faiblarde, on va dire. Pour pas dire plus, mais enfin c'est pas forcément les acteurs qui sont dans les écoles qui sont responsables, c'est comme ça. Stop aux idées reçues aussi, souvent avec voilà cette opposition un peu basique entre humain et technologie, le risque de l'hyper-régulation qui est souvent pas très copain avec l'innovation quand c'est poussé un peu trop fort, parce que de toute façon ça se fera en fait d'une façon ou d'une autre, donc au moins essayer d'encadrer. Et puis voilà, et c'est ce que je dis toujours au veto, prends un outil, voilà, on était avec Pascal il y a 15 jours, je dis essaye notre book LM, là il est revenu, peut-être même il y a une bout de la presse qui était fait avec, non, je suis pas sûr, j'ai vu des indices. Donc et puis si on regarde après pour qu'est-ce que vous pouvez faire vous, si modestement je me permets de donner des recommandations, montrez la voie. À Numanima, on a une chouette présentation par Dome Pharma qui nous expliquait comment ils ont acculturé à l'IA chez Dome Pharma. C'était chouette. Aider les vétos à se former sur ça. Partager encore plus. Alors, je sais que ça peut paraître, voilà, comme j'ai mis contre-intuitif, tout le monde a des datas et même si, voilà, c'est un risque industriel, économique, tout ce qu'on veut, mais quand on partage au bout du bout, ça donne des meilleurs résultats. Et puis le côté sortir du cadre, mais que certains ont déjà largement commencé à faire, donc c'est un peu tarte à la crème. Voilà, vous étiez initialement plutôt des fournisseurs de produits, de solutions diagnostiques. Puis, voilà, vous êtes certainement en route pour devenir des fournisseurs de services, d'outils. Voilà, IA. Voilà, si on prend Mars Petcare, ils faisaient des croquettes, ils font des index prédictifs maintenant, donc il y a moyen de bouger. Et puis, je pense que j'ai dû faire 22 minutes, mais c'était impossible. Donc, et tu peux mettre la dernière slide pour ceux qui veulent rescanner. Merci beaucoup et je suis là de toute façon après au buffet. Merci beaucoup Grégory. Pour respecter le temps, on va juste prendre 2 ou 3 questions brûlantes dans la salle, mais après nos 5 intervenants restent pour le cocktail, donc vous aurez tout le temps de discuter avec eux et de reposer vos questions. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'en ai une pour Grégory, justement. Je me demandais, en dehors de la com à la fin que tu as abordé, en quoi ces innovations vont permettre d'augmenter justement la médicalisation. Parce que c'est intéressant de présenter tous ces nouveaux outils, mais en quoi ça va permettre de faire plus? J'ai tenté de produire un schéma pendant la semaine, parce que j'avais une idée en tête, mais j'ai pas réussi, malgré l'IA. En gros, les 3 volets, la médicalisation plutôt, ça permet de dépister des choses avant, donc fatalement, on va gagner en temps. Je vais simplifier, un chat qui aurait un problème de santé, si on le dépiste 6 mois plus tôt, vous allez, et nous, on va le médicaliser 6 mois plus tôt. Les outils qui rendent visible l'invisible, ça va hausser le truc parce qu'on va dépister plus de choses qu'on ne dépistait pas ou qu'on dépistait moins ou moins bien. Et puis après, sur la durée, si on arrive à améliorer l'observance, si on arrive à améliorer aussi la durée de vie, voilà, grosso modo, au départ, j'avais un triangle qui était petit, et après, il était plus gros et couvert par l'air. Donc, en termes d'air de médicalisation, on devrait augmenter. Pour ça que j'avais choisi ces 3 leviers-là. J'espère que c'est à peu près clair. Faut que j'arrive à faire ce schéma. Merci Grégory. J'ai vu qu'il y avait une deuxième question, et après, on passera à la conclusion de Jean-Louis pour... Rapidement, en fait, on a vu que la médecine vétérinaire... Alors, je ne sais pas trop à qui elle s'adresse, ma question, parce qu'on a vu que la médecine vétérinaire, elle se transforme avec la spécialisation, elle se transforme avec l'intelligence artificielle, elle se transforme aussi avec les attentes des propriétaires. Et moi, ma question était, cette spécialisation, jusqu'où elle va aller? Et est-ce qu'elle est drivée plutôt par l'offre
l'offre vétérinaire, l'offre d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'elle est drivée par la demande du propriétaire et cette évolution sociologique, peut-être ce mimétisme avec la médecine humaine, puisqu'on va de plus en plus vers des spécialistes. Voilà, donc j'avais cette interrogation. Moi, je vais répondre en tant que spécialiste. C'est clairement la demande développée. Il y a une vraie demande. Et la technicité est en telle croissance que de toute façon, on l'a vu avec le syndrome de l'imposteur, on va avoir besoin de plus en plus de spécialistes dans toutes les spécialités. Et on en manque cruellement dans certaines spécialités. Typiquement, l'oncologie, c'est un cauchemar. On manque d'oncologues. Et on est très très loin du modèle de la médecine humaine. Quand je fais mes petits trucs de médecine comparée, de dermato comparée, on a 20 spécialistes en France de dermato, on a des milliers en face en médecine humaine. On est très loin. Alors dans ce cas-là, question philosophique, jusqu'où va aller la professionnalisation du pet parent? Jusqu'où il va aller dans son étude éclairée du soin sur les animaux, son compagnon. Ne vous disputez pas pour répondre. Parce qu'on l'a vu avec clients, le propriétaire peut faire le... Non mais ça on l'a déjà, et c'est pas en rapport avec la spécialisation du véto. Nous ils arrivent quasiment à plus de 50%. Ils ont déjà fait travailler l'IA avant la consultation. Heureusement, on est souvent félicité, on est presque aussi bon que ChatGPT. Non, mais c'est à nous de vivre avec, c'est à nous de la nourrir aussi de toute façon. Ça fait partie du quotidien, ça avance. Ça avance à une vitesse absolument folle, et c'est vrai qu'on aura des parents qui feront appel à l'IA pour soigner leurs animaux. C'est clair. Bon courage aux jeunes qui arrivent. Merci beaucoup. C'est un stress de fou, c'est-à-dire qu'on a des relations en plus qui sont un petit peu dégradées, et il faut qu'ils attaquent quand même d'une part les relations avec les gens, parce que le problème c'est qu'ils sont détachés complètement de ça, puisque c'est voilà, on est dans un monde où on a une relation directe avec les gens est un petit peu biaisée, et là ils vont les avoir en face d'eux, et en plus s'ouvrir les gars, donc ça va pas être simple. Merci beaucoup. On applaudit bien fort nos 5 intervenants. Merci beaucoup à tous. Et je laisse la parole à Jean-Louis pour la conclusion. Je vais conclure simplement en remerciant les intervenants pour la qualité des interventions. C'était passionnant. Le groupe communication qui a vraiment préparé de main de maître cette conférence une nouvelle fois. Vanessa, toute l'équipe du SIMV. Et puis j'ai noté qu'on était quand même responsabilisé par toutes ces présentations et finalement, Olivier tout à l'heure nous a fixé un but. Être meilleur que la Suède. Eh ben, on va essayer dès ce soir et je vous invite. Voilà. Et je vous propose, pour y arriver, de commencer à prendre des forces en vous tournant vers le bas. Merci.